Vous écoutez The Queen Show, Spirit of Winner, émission qui galvanise, qui encourage, qui élève, qui rappelle que ton parcours peut être la lumière d'une autre personne, la lumière de quelqu'un d'autre. Donc, tous les vendredis à 21h, vous allez me retrouver sur cette casquette-ci où je vais prendre des bâtisseurs qui viendront, merci beaucoup ma chérie, qui viendront ici partager avec nous leur parcours. Ici, on parle avec le cœur, sans pression, pour galvaniser. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, ma super maman. Donc, sans toutefois tarder, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une femme exceptionnelle. Ma super maman, tapotez. Nous avons l'honneur d'accueillir une femme exceptionnelle. Vous avez suivi avec quoi? Vous n'êtes pas prêts à partager, mes super mamans. Vous ne partagez pas. Nous avons l'honneur d'accueillir une femme exceptionnelle. Elle est agent immobilière et conseillère financière. Donc, si tu ne t'y connais pas encore en finance, aujourd'hui là, tu dois apprendre. Vous avez suivi avec quoi, mes super mamans? Oh, merci beaucoup, ma fille d'amour. Merci. Pour se bâtir un empire en Allemagne. Merci. Donc, sans toutefois tarder, on va l'accueillir. J'espère qu'elle est là, qu'elle est déjà là. Elle nous envoie sa demande. C'est vraiment une femme. Waouh! Quand j'ai lancé ce podcast, j'ai dit que cette femme, je dois l'inviter. On a beaucoup à apprendre d'elle. Franchement, son parcours, je suis sans voix. Puis, tapotez mes super mamans, souvenez-vous. C'est vous qui devez porter ce projet. Sans vous, je ne suis rien. Franchement, sans vous, je ne suis rien. Donc, c'est vous qui devez tapoter, encourager, poser les questions. C'est vous. Sans vous, l'émission ne se fera pas. Chacun a sa place ici. N'hésitez pas à tapoter. Envoie ta demande, ma super maman, s'il te plaît. Si tu es là, si tu me tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Ma super maman, envoie ta demande. Ça va, merci. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à The Queen Show. Je suis trop contente, je suis trop ravie. C'est toujours un plaisir pour moi. Franchement, merci de m'honorer. Merci de m'avoir honoré. Merci d'être là. Je suis tellement excitée. Je suis trop contente. Bonsoir, ma belle. J'espère que tu vas bien. Merci. Donc aujourd'hui, on reçoit vraiment une femme exceptionnelle de par son parcours. Elle est agent immobilière et conseillère financière. Elle doit venir nous dire comment elle est partie de rien pour bâtir son empire ici en Allemagne. Vous connaissez déjà le but du podcast. Le podcast a pour but d'élever, de galvaniser et d'inspirer les autres. Tu peux être là que peut-être tu ne savais plus quoi faire et puis bon, bim, à partir de son passage, tu te refais les idées ou alors tu es coincé quelque part. À partir de son passage, tu es galvanisé. C'est ça le but en fait. De galvaniser mes super mamans, mes super papas. De galvaniser. Elle se fait désirer. Notre invité se fait désirer. Ma super maman. Oh! Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Alors, bienvenue. Je ne sais pas, je dois te tutoyer, je dois te vouvoyer, c'est pas trop, c'est compliqué. Tu peux me tutoyer, c'est bon. On ne t'écoute pas, ton volume. Ok. Bienvenue parmi nous. Bienvenue parmi nous. Alors, c'est un immense plaisir pour nous. Merci. C'est bon. Ok, parfait. Je disais, tu m'écoutes très bien. Là, je t'écoute, ça va. Je disais bienvenue parmi nous, c'est un immense plaisir pour nous de t'avoir. Merci de nous avoir honoré. Comme le podcast a pris de motiver et vraiment des profils dont je voulais voir. Alors, je te laisse le soir de Oui, maintenant ça va, mais parfois c'est un peu entrecoupé, il y a un peu un bruit là, mais bon, on va y aller comme ça. Ok, si tu m'écoutes, ça va. Viens lever le micro, c'est pas Ok, voilà, donc mon nom c'est Madeleine Nitedem, je suis conseillère financière et agent immobilier, comme tu as dit tout à l'heure. Voilà, je suis une mère, je suis mariée, j'accompagne les personnes en Allemagne à investir dans l'immobilier. Et voilà, donc dans ton audience, il y a des personnes qui veulent investir, mais pour investir, il faut avoir certaines conditions qu'il faut remplir. Et récemment, j'ai justement fait sortir la formation pour les étudiants, c'est gratuit. C'est pour savoir donc comment se comporter lorsqu'on est étudiant pour pouvoir déjà remplir les conditions pour investir dans l'immobilier après les études ou alors après la formation.
Donc, pour me présenter, c'est un peu ça. Donc, j'ai étudié BWL ici en Allemagne et puis voilà, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis là. Alors, ma toute première question, Je n'ai pas compris. si tu devais te définir en 3 mots. Ah, si je devais me définir en 3 mots, je devais dire résilience, persistance et ambition. Wow. Tu n'écoutais pas toujours toi, Non, je t'entends très bien. Quel a été ton plus grand défi? Quel a été ton plus grand défi de vie? Le plus grand défi que j'ai eu actuellement pour pouvoir être entrepreneur ou bien en général? Général de la vie. Oui, le plus grand challenge que moi j'ai rencontré, c'était beaucoup plus de quitter du salariat à l'entrepreneuriat. Parce que souvent, c'est vraiment difficile de faire ce pas. Quand tu es salarié, tu as déjà par exemple un salaire que tu reçois, tout est tranquille et tout le reste. Et maintenant, quand tu veux commencer l'entrepreneuriat, c'est toujours un peu difficile parce que tu vas te mettre dans un monde complètement inconnu, quoi. Et se demander, mais est-ce que ça va bien se passer ou pas? Bon, moi, de mon côté, ça s'est plutôt très bien passé parce que même avant d'arrêter, bon, je savais déjà que je ne voulais plus le salariat en fait. Donc, j'étais en congé de maternité et j'ai lancé la chaîne YouTube et il y avait des résonances. Donc, ce qui fait qu'il y avait quand même des personnes qui étaient intéressées. Et ça m'a fait quitter le salariat en toute quiétude, quoi. Donc, pour moi, c'était très, très, très difficile de faire le pas parce que pour moi, j'ai vraiment commencé avec la chaîne YouTube et j'ai fait beaucoup de vidéos, beaucoup de vidéos que j'ai supprimées avant de pouvoir mettre la première vidéo en ligne. Très bien. Et en quelque sorte, comment tu as fait pour surmonter cela? En fait, ce qu'il faut faire, bon, ça c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Avec le temps, j'ai appris que quand tu as peur de quelque chose, fais ça en fait. Ou alors essaye de faire. Ou alors demande-toi que bon, si tu fais, qu'est-ce qui va se passer de très grave? Et maintenant, tu vas te rendre compte que bon, il n'y a pas grand chose qui va se passer, quoi. Donc, par exemple, quand je te dis que bon, je sais pas moi, est-ce que je mets une vidéo en ligne, je n'aime pas ma voix, je n'aime pas mon visage, je n'aime pas ceci. Mais après, je te dis que bon, si tu mets même en ligne, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il n'y a personne qui va te taper parce que tu as mis une vidéo en ligne. Il n'y a pas, ton enfant n'a pas testé pour ça. Même si quelqu'un te tape, même si quelqu'un t'insulte, même si quelqu'un met un commentaire, ça ne fait rien en fait. Ou bien ce que ça fait n'est pas aussi grave que ça. Donc avec le temps, j'ai appris que quand tu as peur de quelque chose, ou bien quand tu ne veux pas faire quelque chose, bon en fait, il faut le faire en fait. Alors tu grossis l'affaire. Tu te dis bon, si je fais ça, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Et là, tu vas te rendre compte que ce qui va arriver de pire banal, quoi. Et que finalement, tu es en train de sacrifier quelque chose que tu peux faire. Alors que, bon, rien de grave ne va arriver si tu le faisais, quoi. Ok. Une question à savoir. As-tu déjà voulu abandonner? Jusqu'à présent, non. Parce que une des choses que je me... oui. Donc, je disais donc que arrêter le challenge ou alors ce que je fais actuellement, non. Au contraire, parfois, je me demande ce que je fais dans le salariat depuis, quoi. Donc, je me dis souvent que j'ai même trop duré dans le salariat. J'aurais dû quitter ça depuis. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore vraiment eu envie de quitter. Donc, ça veut dire, en fait, quand tu souffrais plutôt quand tu travaillais peut-être sur quelqu'un. Bon, je ne peux pas vraiment dire que je souffrais parce que je pense que cette période-là m'a permis de bâtir un patrimoine parce que quand tu es salarié, tu as la possibilité de convaincre la banque facilement de te donner l'argent. Si je n'avais pas été salarié, je n'aurais pas eu le patrimoine que j'ai aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que quelque part, le salariat a vraiment aidé, quoi. Mais comme je dis, avec le temps, l'entrepreneuriat ouvre beaucoup de perspectives. Que ce soit la façon dont tu réfléchis, la façon dont tu vois les choses, les challenges que tu rencontres tous les jours, ça fait vraiment plaisir, quoi. Et tu grandis aussi vraiment dans l'entrepreneuriat. Pourtant, dans le salariat, tu peux avoir l'impression que tu restes sur place, surtout si tu n'es pas appelé à avoir de grandes responsabilités dans l'entreprise où tu travailles. Wow, c'est vraiment bon à savoir. Quel moment est née l'idée d'investir dans l'immobilier pendant ton âge? Ok, je pense que le domaine de l'immobilier, c'est quelque chose que j'avais déjà depuis, bon, de par ma famille, mais de par les parents. Je pense que c'est quelque chose que nous tous de l'Afrique, on a. Parce que généralement, quand on quitte le pays, ton père généralement derrière sa maison, ou peut-être là une dépendance là derrière avec les locataires.
Il y a toujours quelque chose comme ça. Mais maintenant, quand tu arrives ici, comme tu es dans un nouveau pays, tu as un peu peur, tu as un peu cette friction-là. Tu te demandes que, est-ce que tu peux vraiment le faire? Tu regardes les prix des biens immobiliers. C'est les 100 000 euros, c'est les 200 000 euros, 300 000 euros. Quand tu convertis en francs CFA, je t'ai dit d'abord que mais je vais prendre la qualité d'argent ici où ça te fait un peu un blocus, quoi. Mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est le fait d'aller chez mon oncle où je suis partie passer Noël. Il avait acheté une très grande maison à Paris. Et étant là-bas, quand j'ai vu sa maison et toutes les personnes qu'il avait invitées pour le réveillon de Noël, en France, c'était automatique. Les cousins qui étaient là, c'est que tu finis l'école, tu travailles, tu achètes ton appart. Tu finis l'école, tu travailles, tu achètes ton appart. Ici en Allemagne, c'était pas encore arrivé. Donc quand j'ai vu ça, ça m'a tellement plu parce que je rêvais aussi d'avoir une grande maison naturellement. Mais quand je suis rentrée en Allemagne et que j'en ai parlé, tout le monde m'a dit non, mauvaise idée. On ne fait pas ça ici. L'Allemagne, ce n'est pas la France. Tu vas d'abord rester ici en Allemagne. Tu ne veux pas rentrer. Bref, il y avait beaucoup de préjugés comme ça, quoi. Mais comme j'étais encore étudiante, je me suis dit, bon, je laisse le temps au temps. Tu vois, genre, tu as une idée dans la tête, là, ça reste un peu derrière. Et plus le temps passait, plus je me rendais compte que ça m'intéressait. Et puis, quand j'ai eu la possibilité d'investir, je l'ai fait directement, quoi. Après, il y a aussi le livre, quand même, Rich Dad Poor Dad. C'est un livre aussi que quand j'ai lu, ça m'a vraiment encore boosté dans ce sens-là. On peut t'écouter tout et j'aimerais savoir quel a été tes premiers pas concrets. Les premiers? Dans l'immobilier. Oui. Le premier pas déjà, c'est de savoir est-ce que tu peux investir, donc savoir quelle est ta capacité d'emprunt. Bon, moi, je n'ai pas souvent eu, ou alors quand j'ai fini mes études, en 2009, c'était assez compliqué. C'était en 2009, 2010, 2011, quand il y avait la crise là, on ne trouvait pas vraiment les boulots. Donc, ce qui veut dire que mon salaire était assez juste pour pouvoir investir dans l'immobilier. Donc, quand je vois mon salaire et que je demande ma capacité financière, c'est peu, quoi. Mais au départ, j'avais aussi le mindset de la maison dans laquelle je vais habiter. Je ne savais pas encore que c'est plus mieux de commencer par le locatif avant d'aller sur le résidentiel, en fait. Donc, lorsque je commence à prendre les renseignements et je prends les informations, je me rends compte que non, c'est mieux de commencer par le locatif. Donc, c'était les foires, c'était les vidéos YouTube, c'était les séminaires que j'écoutais aussi comme ça dans le tas, les grands frères de la communauté qui parlaient aussi souvent de l'immobilier. Et c'est comme ça que petit à petit, je commence à m'intéresser à la thématique. Mais souvent, entre le temps où tu t'intéresses et le temps où tu poses vraiment l'action, il y a un grand fossé, quoi, parce que mine de rien, tu continues toujours à avoir peur. C'est quand même 150 000 euros qu'il faut signer et tout le reste, quoi. Donc, tu as toujours peur, tu te demandes, mais est-ce que le locataire ne paye pas le loyer, et si la maison et l'assurance et tout ça. Donc, je pense que j'ai commencé à m'intéresser minimum 3 ans avant d'acheter concrètement le premier appartement. Ok, ça suffit. Beaucoup pensent que pour investir dans l'immobilier, il faut forcément être riche. Mythe ou réalité? C'était des mythes. C'est un mythe. C'est un mythe. Il ne faut pas être riche à la base. Donc, tu peux commencer juste avec un apport pour les frais supplémentaires. Donc, ce qui va être 10% en général, on dit pauschal. Comme tu peux aussi commencer avec un financement à 110%, donc tu finances aussi avec les frais supplémentaires. Donc, c'est tout simplement un mythe. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent d'abord avant d'investir dans l'immobilier. J'allais prendre tout l'argent là-haut. Quel conseil donneras-tu à quelqu'un qui veut partir de zéro, qui part de zéro pour se jeter dans l'immobilier? On ne t'écoute pas. Premier conseil déjà, c'est de te faire accompagner parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de risques en investissement immobilier. Donc lorsque tu te fais accompagner, tu as la possibilité d'avoir un bon financement, tu as la possibilité d'avoir un bon bien immobilier côté emplacement, côté qualité du bien et tu as aussi la possibilité comme ça d'avoir un bien où tu peux rentabiliser après 10 ans. Et ce que je propose aussi justement après chaque accompagnement, c'est un accompagnement gratuit sur 1 an après la signature parce que je veux que tu profites des avantages fiscaux, je veux que tu ne fasses pas d'erreurs par rapport à peut-être tes NIM, cost and approach, non, des choses comme
comme ça, quoi. Donc, moi, je dirais, si tu es aujourd'hui en Allemagne et que tu veux vraiment aller loin en investissement immobilier, il faut commencer par te former toi-même dans la thématique, te faire accompagner et puis pouvoir avancer rapidement. Merci. Et ma prochaine question est à savoir, quelles sont les erreurs qu'il faut éviter absolument quand on débute? Je pense que tu peux déjà activer ça. Oui. Il faut éviter d'en acheter un bien immobilier sans avoir fait ce qu'on appelle une micro-analyse. Donc, je vais donner comme ça, en gros, c'est que la micro-analyse, c'est par rapport à l'emplacement du bien immobilier, c'est par rapport à la qualité du bien immobilier, et il faut aussi avoir aussi les petites réserves. Il y a aussi la documentation du bien immobilier qu'il faut savoir. Parce que parfois, tu achètes un bien immobilier, tu vois là, c'est bien et tout, mais tu ne sais pas, est-ce qu'il y a les réserves, est-ce qu'il y a l'argent dans les caisses des propriétaires, est-ce qu'il y a les travaux communs qui sont prévus dans peu de temps. Et si tu n'as pas ces informations-là, tu peux acheter un bien immobilier directement, demain on te demande 5 000 €, 10 000 € pour faire des travaux, quoi, et c'est pas forcément ce que tu voulais. Donc, il y a un due diligence qu'il faut faire. Donc, micro-analyse, emplacement, classe énergétique, documentation, Hausverwaltung qui s'occupe du bien immobilier, quoi, les derniers protocoles. Et à travers ça, tu peux savoir si le bien immobilier est soutenable ou pas. Pour aller plus loin aussi, on a des experts en bâtiment qui vérifient les biens immobiliers avant de faire chaque acquisition. Aujourd'hui, on va vraiment beaucoup apprendre de toi. Comme nous avons l'occasion de t'avoir, on doit vraiment exploiter ça. Peux-tu, s'il te plaît, nous partager une histoire concrète où l'immobilier a changé une vie, en fait, ou alors t'as donné une leçon? Désolée, c'est mon téléphone. Désolée, tu dois toujours te démuter. Non, il n'y a pas de souci par rapport à se débuter. Mais la question que je voulais que je te posais, c'est par rapport à moi directement ou alors par rapport à un client. Oui, justement. Bon, par rapport à un client, l'investissement immobilier dans le sens où tu prends un bien immobilier, tu as les traites à la banque que tu dois payer, tu reçois le loyer et avec le loyer, tu payes donc les traites à la banque et avec les charges supplémentaires. Donc là, j'ai des investisseurs immobiliers qui sont aujourd'hui à leur 3e, 4e acquisition et qui font déjà un cash flow énorme sur leur bien immobilier, quoi. Et là, c'est vraiment naturellement un jackpot par rapport à ça. Avec le temps, tu peux changer de stratégie. Donc, généralement, on commence sur une stratégie buy and hold. Donc, tu achètes le bien immobilier, tu le mets en location de façon classique. Mais maintenant, après, tu peux aller sur des stratégies un peu plus rentables, donc où tu vas faire des travaux toi-même pour pouvoir louer un peu plus cher et pouvoir vendre encore un peu plus cher. Donc, moi, personnellement, par rapport à l'investissement immobilier, bon, là, ça fait déjà 20 ans que je suis en Allemagne, comme je l'ai dit. J'ai fait la vente de mes biens immobiliers que j'avais achetés au début et je peux vous dire que j'ai eu un montant qui était assez important, quoi. Ça mérite les applaudissements. Donc, ça veut dire que, en fait, tu es prête. Ou bien, ton micro. Ah, tu es prête, c'est ça. Donc, maintenant, j'ai une question. Dernièrement, j'ai vu ici sur TikTok une jeune fille, une étudiante. Bon, elle travaille déjà. Elle disait en fait qu'elle touche assez bien. Et puis, elle aimerait bien investir dans l'immobilier. Mais elle ne s'y connaît pas. Tu vois, elle ne s'y connaît vraiment pas. C'est vrai que tout à l'heure, tu as répondu. Mais j'aimerais, si tu as par exemple quelqu'un comme ça, un client qui a un profil comme ça devant toi, disons moi, je viens, je te dis, oui, Madel, comme tu vois, j'ai assez d'argent bien chargé dans le compte. Je vais investir dans l'immobilier. Qu'est-ce que tu vas me dire en premier lieu? Bon, l'immobilier en Allemagne est intéressant parce que tu peux utiliser l'effet de levier. Donc, ça veut dire que c'est conseillé de passer par la banque. Maintenant, si tu es encore étudiant, la banque ne va pas t'accompagner parce que tu n'as pas un contrat de travail à durée limitée et tu n'as pas passé la période de décès. Mais maintenant, si tu es bien chargé, comme tu as dit, tu as tes 100 000 €, tes 150 000 € sur le compte, tu peux payer en cash. Il suffit juste que tu fasses le virement et que le notaire, et qu'on voit d'où l'argent vient, quoi, et qu'on comprenne que l'argent soit traçable, tout simplement. Donc, si tu es étudiant, que tu as pu épargner beaucoup d'argent et que tu veux acheter un bien immobilier, vu que la banque ne peut pas t'accompagner, tu peux acheter le bien immobilier cash. Mais moi, ce que je recommande généralement, c'est de pouvoir remplir les conditions et te faire accompagner par la banque. Parce que si par exemple tu as 100 000 € et que tu veux te faire accompagner par la banque, peut te prêter même 1 million d'euros, quoi. Que de prendre 100 000 € et acheter juste un bien immobilier avec. Tu peux prendre les 100 000 € là et acheter tout un immeuble, en fait.
Donc, c'est pour ça que dans la formation, je dis aussi que quand vous arrivez en Allemagne, je sais que pour les personnes qui font la formation, c'est souvent difficile parce que j'ai aussi accompagné les gens qui ont fait la formation. Donc, la formation, c'est juste 3 ans et généralement, après 3 ans, tu ne remplis pas encore les conditions pour avoir le passeport allemand ou bien pour avoir le free step. Mais pour ceux qui étudient, généralement, c'est 4 ans, 5 ans. Bon, il y a après les cours de langue et tout. Il y a les états où après 6 ans, 7 ans, tu peux remplir cette condition-là et tu as déjà le salaire qui va avec, quoi. Donc, c'est une condition que je demande aux étudiants de remplir rapidement. Et là, si tu épargnes pendant que tu es étudiant et que tu as le cash, si tu as 20 000 euros, tu vas à la banque te prête 200 000 euros facilement. Au lieu que tu prends les 20 000 euros, là, tu mets sur un seul bien, quoi. Donc, il faut penser à l'effet de levier. Mais maintenant, naturellement, si tu as 150 000 euros et que tu n'as pas, tu sais que c'est peut-être seulement dans 3 ans que tu auras la nationalité, bon, mieux tu commences comme ça, quoi. Merci. Merci beaucoup. Vous avez entendu, non, mais peut-être maman. Vous avez bien entendu le conseil là. Il y a peut-être maman qui m'a demandé de te poser cette question-là. Donc, on est en train de t'expliquer. Ma prochaine question. Entre-temps, s'il vous plaît, conseillerais-tu à quelqu'un de pouvoir gérer seul ou contacter avec des externes? Je pense qu'elle a répondu, non? Elle a directement répondu à la question. Elle a répondu. Bon, j'aimerais te poser, ma prochaine question est à savoir, selon toi, la place des Africains dans le monde aujourd'hui, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'investissement, quelle place occupent les Africains? Je pense que les Africains, quelqu'un dit attention aux poissons brisés. Je crois que les Africains ont la dernière place. Les Africains sont vraiment, vraiment derrière, quoi. Donc, d'où aussi ma volonté de faire la chaîne YouTube et de pouvoir travailler avec les personnes de la communauté dans ce sens-là. Parce que quand je travaille, par exemple, avec comme je suis conseillère financière, quand je fais ma certification, c'est vrai que les réalités ne sont pas les mêmes. Mais généralement, quand tu as un Allemand qui a un salaire de 3 000 euros, il a rapidement 10, 15, 20 000 euros sur son compte. Et maintenant, quand tu accompagnes un Africain, un Camerounais par rapport à l'investissement immobilier, il n'a pas vraiment, il n'a jamais l'argent sur son compte. C'est quelque chose que les banques ne comprennent pas souvent. Quoi. Les banques se demandent que bon, tu as 3 000 euros de salaire, peut-être tu payes la maison, je sais pas moi, 700, 800 euros. Comment ça se fait que bon, il n'y a pas l'argent sur ton compte, quoi. Bon, naturellement, nous, on a d'autres problèmes. On envoie l'argent au pays, on achète des terrains, bref, on fait beaucoup de choses. Mais ça fait aussi justement que nous, les Africains, on est un peu dispersés et on n'est pas concentrés. Moi, je dirais que si tu es en Allemagne, tu peux te concentrer déjà à investir ici, à te bâtir un patrimoine ici. Et si plus tard, tu penses que c'est l'Afrique, tu vas en Afrique avec les revenus que tu as fait ici, quoi. Parce qu'au moment où tu es dispersé, bon, tu n'es nulle part, en fait. Parce que étant ici, quand tu investis au pays, en général, le contrôle à distance, c'est vraiment compliqué. Pour nous, les Africains, moi, je dirais qu'on peut essayer d'imiter peut-être aussi un peu les Turcs, voir comment ils font, comment est-ce qu'ils travaillent ensemble, main dans la main. Je vois beaucoup que c'est en train de venir, sérieusement. Quand je regarde la jeune génération aujourd'hui, je pense que vous êtes vraiment très battants. Si je vois beaucoup de personnes qui s'éveillent, qui font des choses magnifiques par rapport à notre génération, quoi. Et c'est comme ça que ça doit être, parce qu'effectivement, je pense qu'avec cet élan-là, ça va faire que les choses vont s'améliorer dans le bon sens et que même ici en Allemagne, les Africains vont avoir une place qui va être respectée, quoi. Donc, pas que tu arrives encore à la réunion des propriétaires, on te regarde un peu, on est surpris, ou bien peut-être quand tu veux faire louer ton appartement, quand les locataires viennent, on te demande que tu travailles pour quelle entreprise. Tu dis que non, c'est ma maison. Donc, ce sont des choses qu'on doit arriver à faire facilement et que ça doit être aussi normal, quoi, pour les autres communautés. Ok, merci beaucoup. Directement, je vais un peu rebondir par rapport à ce que tu as dit. Bon, c'est plutôt une question. Conseillerais-tu plutôt qu'on laisse l'argent dans le compte? Parce que parfois aussi, plus j'enlève l'argent, il faut pas garder l'argent, tu vois. Conseillerais-tu plutôt de laisser l'argent dans les comptes? Conseillerais-tu plutôt cela? Et la deuxième question est à savoir, as-tu déjà eu une situation par rapport à un locataire qui t'a peut-être minimisé que non, ce n'est pas ta maison? Merci! Papoter! Bon, je n'ai pas très bien compris la question par rapport à est-ce que je conseille de laisser un dans le compte. Donc, je me dis, bon, je vais dire, comme je dis, si tu peux, en général, c'est bien de laisser un dans le compte pour une période X ou Y. Donc, il faut savoir ce que tu veux faire avec l'argent, mais il faut savoir pourquoi tu épargnes, quoi. Ce n'est pas une question d'épargner juste pour épargner ou bien épargner éternellement. Peut-être si tu sais que tu veux commencer par un investissement sous 500 000 euros, tu peux te dire que tu épargnes 50 000 euros, quoi. Là, tu as ton objectif en tête, tu as ton but et tu sais que bon, voilà ce que tu veux faire. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, épargner pour épargner, naturellement, quand l'argent reste sur le compte, ça perd en valeur, quoi. Donc, il y a l'inflation qui bouffe ton argent. Donc, quand tu gardes ton argent, il faut déjà savoir aussi, OK, ce que tu veux faire avec très prochainement. Par rapport aux locataires, oui, il y a beaucoup eu de situations où j'ai été confrontée, ou alors j'ai eu des locataires qui
qui m'ont un peu simplifié, si on peut dire ça comme ça, quoi. Donc, mais je pense que c'est, bon, pour eux, c'est peut-être un peu normal. Bon, pour donner des exemples concrets. J'ai un appartement où j'étais à la réunion des propriétaires et le monsieur m'a un peu regardé, genre, tu pars où? Est-ce que tu es ici riche? Qu'est-ce que tu veux faire? Et tout le reste, quoi. Donc, surtout quand le vendeur vient de vendre le bien immobilier, peut-être le copropriétaire ou bien celui qui gère n'a pas l'information, mais n'a pas encore vraiment enregistré l'information, parce que normalement, quand tu vois le nom de la personne que tu as acheté, bon, tu comprends quand même que c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et aussi par rapport aux visites, quand tu mets un annonce sur Internet et que tu fais la visite, quand les gens viennent, on te demande que oui, tu travailles dans quelle entreprise, tu travailles pour qui, donc c'est difficile que ça vienne directement, que c'est ta maison, quoi. Donc c'est quand tu expliques que non, c'est ta maison et tout, c'est toi qui décides et tout le reste, que ça devient clair pour eux, quoi. Donc c'est un peu ça. Mais j'ai eu un autre qui était un peu malhonnête, il a voulu me faire payer pour un garage alors que je n'étais pas obligée de payer parce que ce n'était pas dans le contrat de bail. Dans le contrat de bail, c'était écrit qu'il peut utiliser le garage, mais pas que c'est ma responsabilité, parce qu'il y a deux possibilités. Quand tu as un appartement et qu'il y a une cuisine à l'intérieur, tu vois, généralement peut-être un locataire vient, il met sa cuisine à l'intérieur et quand il part, peut-être il laisse et puis l'autre locataire prend la cuisine, quoi. Maintenant, ce qu'il faut mettre dans le contrat de bail, c'est que tu n'es pas responsable de cette cuisine-là, en fait. Donc, du coup, s'il y a un souci sur la cuisine, bon, la cuisine darf benutzt werden. Donc, ça peut être utilisé. Et dans ce cas, c'est la même chose avec le garage. J'avais acheté l'appartement, il y avait le garage, et le gars mettait sa moto là-dessus. Et c'était juste que, bon, il peut utiliser, quoi. Donc, mais ce n'est pas un Bestandteil du Mietvertrag. Normalement, on loue encore le garage. Normalement, tu peux encore louer le garage extra, mais les personnes à qui j'avais acheté, c'est souvent, tu tombes sur les offres comme ça des vieux pères allemands qui ont oublié qu'ils peuvent louer le garage extra, quoi. Donc, ils ne louaient pas le garage extra, mais ils avaient dit au locataire que bon, tu peux utiliser si tu en as besoin. Et vu que c'était écrit comme ça dans le contrat, le garage a eu donc des soucis parce que ça se suintait et il me dit que bon, il faut que j'arrange complètement le garage. Là, je lui dis que non, le garage, normalement, c'est si tu veux arranger parce que tu en as besoin, c'est toi qui vas arranger, mais moi, si j'arrange le garage, je vais te louer le garage. Et, tu n'en as pas trop arrangé par rapport à ça. Et donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte que bon, il voulait juste que j'arrange le garage et il m'aurait éventuellement frappé par rapport à ça, quoi. Donc, il faut connaître les lois, il faut savoir comment travailler, il faut savoir comment gérer aussi. Et ma prochaine question, merci vraiment de nous éclairer, merci de nous galvaniser. Nous apprenons beaucoup de toi, franchement, tu inspires vraiment, tu es la personne que tu penses être. Franchement, bravo à toi, ton parcours, waouh. J'aimerais poser la question à savoir, penses-tu que quelqu'un qui ne maîtrise pas le système allemand peut investir en Allemagne? Oui, c'est une très bonne question parce que ce matin, effectivement, j'ai discuté avec un jeune de la communauté qui a pris mon programme de mentoring. Et quand on discutait, je me suis rendu compte que son problème était vraiment à ce niveau-là. Donc, il m'a dit que côté allemand, il ne maîtrise pas vraiment négociation des prix, il n'est pas sûr qu'il peut s'en sortir, les choses comme ça. Donc, c'est clair qu'il y a des choses qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'à ce moment-là, une personne pour t'accompagner est définitivement nécessaire, quoi. Mais moi, j'ai déjà acheté un bien immobilier à quelqu'un. Je crois qu'il a acheté le bien immobilier. Il est parti je crois que c'est en Iran, du moins c'était un arabe. Il est resté là-bas 10 ans et il est encore revenu pour vendre. Donc, il n'avait pas vraiment de contact direct avec le bien immobilier. Il avait juste là, il y avait son frère ou son cousin qui gérait. Et puis, c'était tout, quoi. Et il est venu, il a vendu, il a récupéré l'argent, il est parti. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'ailleurs, qui ne maîtrisent pas forcément la langue, mais qui ne maîtrisent pas le système. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a un système vraiment qui est sécurisé. Donc, quand tu achètes le bien immobilier, tu es dans le titre foncier, bon, c'est ton bien immobilier et tout le reste. Et puis maintenant, plus tard, tu peux revenir, bon, tu contactes un agent immobilier, tu vends le bien immobilier, quoi. Celui qui a vendu, par exemple, notre maison, je pense qu'il avait aussi essayé avec des investissements en Espagne et au Portugal, mais ça s'est très mal passé parce que là-bas, on n'a pas un système qui est aussi sûr qu'ici en Allemagne. C'est un peu comme au pays, la corruption et tout le reste. Et puis finalement, il s'est dit, bon, ok, mieux encore, tu es étranger, tu investis en Allemagne parce que là, au moins, tu sais que c'est ton bien et que c'est tranquille par rapport à si tu ne gères pas bien les choses, quoi. Donc, en Allemagne, même si tu ne maîtrises pas la langue, je dirais dans ce cas-là qu'il faut te faire accompagner. Chez le notaire, tu as la possibilité de prendre un traducteur, mais par rapport aux documents de la banque, il te faut quelqu'un pour t'accompagner. Merci, ça a brillante réponse. Il y a une question en bas. Faut-il dans certaines habitudes que tu vas te lancer ou alors toute personne? Il insiste. Je n'ai pas compris la question. Je pense qu'il devrait savoir que peut-être beaucoup d'études se lancer avec je pense qu'il demande s'il faut un statut pour acheter, pour pouvoir acheter une maison
ou alors tout le monde peut le faire? Ah, je dois encore te débiter, sorry. Il n'y a pas de souci, parce qu'au moins là, je t'écoute très bien quand tu m'as muté. Les conditions de base pour investir dans l'immobilier quand tu veux passer par un financement à la banque, c'est déjà la nationalité allemande ou un séjour à durée illimitée, un contrat de travail où tu gagnes minimum 2 500 euros. Maintenant, il faut regarder avec ta balance financière. Ça veut dire, si tu gagnes 2 500 euros et tu payes par exemple un loyer de 1 500 euros, ça ne va pas suffire. Parce que la banque va dire, OK, tu prends 2 500, tu payes 1 500 de loyer, il ne te reste rien à la fin. Mais si tu as 2 500 euros et tu payes un loyer de 500, 600 euros, la banque suppose que tu as besoin de 600, 800 euros pour vivre. C'est bon, quoi. Je parle de net. Il y a quelqu'un qui demande brut ou net. Je parle de net. Donc, le net, c'est l'argent qui est dans ton compte à la fin du mois. Mais maintenant, si tu gagnes 3 000 euros et que, par exemple, tu dois payer, je sais pas moi, pension alimentaire, loyer élevé, crédit de consommation, c'est que tu ne peux pas investir, quoi. Donc, ce sont les conditions qu'il faut remplir. Mais maintenant, si tu ne, et la chauffe-eau, naturellement, doit être propre. La chauffe-eau minimum, c'est 96%. Je partage régulièrement le lien pour demander la chauffe-eau gratuitement sur mes différentes pages. Donc, chacun, à tout moment, doit savoir son score à la chauffe-eau pour ne pas être bloqué. Donc, quand tu as un score de 96%, c'est déjà bon. Tu as passé la période d'essai naturellement au travail pour que la banque soit sûre que, voilà, tu peux trouver le travail facilement. Et la nationalité allemande, c'est parce que la banque, naturellement, est garant du bien, quoi. Donc, il faut qu'on sache que tu veux être sur le territoire. Maintenant, si tu ne remplis pas cette condition-là et que tu as le cash et que tu veux investir en immobilier, ça veut donc dire que tu vas donc faire un virement pour te faire. Et quand on demande si 2 500 euros, il y a le Kindergeld. Non, il n'y a pas de Kindergeld. La personne demande si le Kindergeld parmi les enfants. Le Kindergeld compte comme entrée, mais naturellement, l'enfant aussi, c'est une charge, quoi. Donc, si tu as 2 500 euros et que tu reçois le Kindergeld, si tu reçois aussi le Unterhalt, ça peut marcher. Donc, maintenant, si tu reçois, parce que la banque suppose aussi que tu as besoin de 400 euros pour t'occuper de l'enfant. Pourtant, le Kindergeld, c'est 250 euros. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Bon à savoir, vraiment, bon à savoir. Comment pouvons-nous améliorer les chances pour préparer la prochaine génération selon toi, d'après toi? Voilà, donc comme j'ai dit en début de la vidéo, il y a d'abord ma formation que j'ai faite qui est gratuite, c'est vraiment pour la génération C, parce que j'ai beaucoup accompagné beaucoup de personnes qui disaient quand j'étais étudiant, j'ai fait telle erreur, quand j'étais étudiant, j'ai fait telle erreur, je ne savais pas. C'est pour pouvoir étayer justement la génération d'aujourd'hui et la prochaine génération. Et aussi, ce qu'on peut faire, comme je dis, c'est vraiment de maîtriser les finances. Parce que généralement, on arrive ici, on a 19 ans, on a 20 ans, on n'a pas encore, on n'a vraiment aucune idée des finances quand on quitte le pays, quoi. Donc, quand on arrive ici, souvent, on a l'impression que les choses sont faciles. Tu as la possibilité de prendre un crédit de consommation facilement, tu as le dispo crédit par là, tu as la Visa carte, tu as ceci, et puis tu te dis que bon, la vie est belle, quoi. Tu commences à te la péter, comme on dit souvent. Mais après, ça te rattrape très rapidement dans les investissements immobiliers. Donc, pour la prochaine génération, ce que je dirais vraiment, c'est de pouvoir maîtriser les finances, avoir un budget, dépenser de façon, voilà, propre. Si tu prends un contrat, et que tu n'arrives plus à payer, c'est mieux d'entendre avec ton créancier avant que ça n'arrive à la chauffeur, quoi. Si on t'envoie la lettre, tu réponds. Tu vois sur les vidéos TikTok, les Africains disent que ils n'ouvrent pas les lettres. Vraiment, souvent quand je regarde les vidéos, là, je dis que ouais, ça c'est encore quoi. Quand t'as envoyé la lettre jaune, tu ne veux pas les Kopfschmerz, tu as dit que tu n'ouvres pas. Ça c'est la catastrophe, quoi. Donc du coup, c'est un peu ça. Tu as saigné tes finances et tout. Et puis, tu investis en immobilier plus tard. Si tu peux épargner, tu épargnes, naturellement. Parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé dans les commentaires que c'est quoi la mise de fonds. La mise de fonds, généralement, c'est 10%. Donc, à partir de 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. Mais de l'autre côté, on peut aussi faire un financement à 110%. Ça dépend des investissements. Merci vraiment. Et il y a une qui demande le score de la choufa se renouvelle après combien de temps? Et directement, je vais rajouter ma prochaine question. Quelle est ta vision, n'est-ce pas, sur la liberté de la famille africaine en Europe? Oui, normalement, on dit 3 ans. Donc, si tu as une choufa qui est donc je sais pas moi, si tu as une mauvaise chauffe-eau, tu as besoin de 3 ans pour renouveler ta chauffe-eau. Maintenant, après, ça dépend de ce qui s'est réellement passé. Donc, je pense que les délits sont un peu différents. Ça dépend de quel score tu quittes pour aller à quel score. Si tu quittes, par exemple, de 80%, c'est plus rapide de monter que si tu quittes à de 60%. Donc, ça dépend vraiment de ce qui a été fait comme gâchis ou bien comme délit. Maintenant, la vision par rapport à la famille africaine ici en Europe, c'est ça. Peut-être ma question.
La question, c'est une question importante. Attendez. La question est à savoir, quelle est ta vision de la liberté financière pour la famille africaine en Europe? C'est ça ma question. Je dois répéter où ça va? Ok, c'est bon. Mais c'est une question vraiment difficile parce qu'on a vraiment beaucoup de challenges ici en tant que famille africaine. Bon, j'ai vu sur ta page aussi que tu étais maman. Et il faut qu'on commence à inculquer aux enfants vraiment très tôt la gestion de l'argent, ta chaîne gueule, comment est-ce que tu gères ton argent et tout le reste. Maintenant, on est dans un environnement qui n'est pas le nôtre. Donc, on a en plus du challenge de l'évolution, et on a encore le challenge qu'on est dans un environnement qui n'est pas le nôtre et que ça devient vraiment difficile. Donc, c'est vraiment un combat où moi-même, je me bats tous les jours, quoi. Donc, ma vision, c'est vraiment qu'il faut rester très, extrêmement proche des enfants, leur apporter tout le soutien possible, leur parler de l'argent, leur parler de la croissance, leur parler de comment ils peuvent faire pour se développer. Parce que ce qu'on a remarqué, malheureusement, c'est que, alors, ce que moi j'ai remarqué, c'est que notre génération qui vient, en général, on réussit. En général, on finit, on a les études et tout. Mais malheureusement, la génération qui vient après nous, je veux dire nos enfants vraiment ici, ont les difficultés. Entre nos enfants, peut-être 50% de nos enfants s'en sortent. Et finalement, on se pose la question que, mais le problème à quel niveau? Pourquoi nous, parce que nous, on est venu avec un autre mindset, en fait. On est venu pour se battre, on est venu pour gagner, on est venu parce qu'on savait que bon, on va s'en sortir. Mais maintenant, avec nos enfants, on a un peu les difficultés d'inculquer ce mindset-là. Et la liberté financière, par contre, parce que ça n'aurait servi à rien si moi, aujourd'hui, j'ai un empire immobilier ou un patrimoine immobilier et que mes enfants ne comprennent pas qu'ils doivent continuer sur cette lancée-là, quoi. Donc, c'est un combat vraiment qu'il faut faire tous les jours parce qu'on est dans un environnement qui est différent et la seule chose qu'on peut faire vraiment, c'est tout simplement de rester très proche des enfants et les inculquer la finance déjà dès le bas âge. Et comment inculquer, d'après toi, exemple, la finance aux enfants dès le bas âge? Vous m'écoutez, oui, je vais Ah, ok. répondre. Ok. Non, non, c'est bon, j'ai compris la question. C'est que le bonhomme là avait disparu. Bon, ce que je fais avec ma fille, elle a 11 ans et demi maintenant, c'est que déjà, quand elle économise son argent jusqu'à les vacances, je lui donne le double pour aller en vacances. Parce que c'est que généralement, pour les vacances, elle a besoin de plus de tâches. Je lui offre les livres de la finance qu'elle doit lire. Donc, parmi les livres, justement, d'Africains ou bien de mindset, je lui offre aussi les livres sur la finance et pour qu'elle comprenne ce que c'est que la finance, quoi. Et on parle aussi de l'argent. Parfois, elle me dit que l'argent, ce n'est pas tout. Je dis que non, l'argent, c'est tout. L'argent, c'est très important parce que elle m'a dit récemment que maman, l'argent ne peut pas tout payer. Je lui ai dit que non, elle m'a demandé que, à la fête des mères, est-ce que je sais pas si c'était un truc, est-ce que je veux les fleurs ou bien je veux l'argent? Je lui ai dit que je veux l'argent. Elle m'a demandé que, mais, les fleurs aussi, c'est bien. Je lui ai dit que oui, les fleurs, c'est bien, mais l'argent, c'est mieux. Parce qu'effectivement, avec l'argent, tu peux acheter plusieurs choses. Tu peux acheter même les amis, même les balades. Même si je n'avais pas l'argent, est-ce qu'on allait aller au cinéma? S'il n'y a pas l'argent, tu vas acheter la glace comment? S'il n'y a pas l'argent, tu vas... Donc, du coup, j'essaie quand même de leur faire mettre déjà dans l'esprit que l'argent, c'est important. L'argent, il faut pas dire que non, je vais seulement me contenter de ceci, alors je vais me contenter de cela. Parce que malheureusement, la société à l'extérieur, ce n'est pas comme c'était chez nous. Chez nous, c'est tout le village qui élève un enfant. Ici, à moins que tu ne sois vraiment dans une communauté où tous tes voisins sont vraiment les Africains, tes enfants sont confrontés par des personnes qui parlent d'autres choses, quoi. Donc, à la maison, il faut vraiment que tu fasses tout pour leur parler de ce qui est important. Merci vraiment, j'apprends. Non, dès demain, là, ma fille, comme il a dit dans les commentaires, là, c'est important. Je lui inculquais l'indépendance, l'éducation financière. Quand il dit l'éducation financière, je lui explique exactement que oui, l'argent est important. Mais je ne savais pas qu'il faut lui offrir des livres hein, qui parlent finance. C'est important, c'est important. Quand tu parles, c'est où, tu vois, c'est important. Et parlant de Tashengel, parfois, j'ai souvent ce problème-ci en tant que maman. Je me dis, donner trop d'argent aussi, c'est pas bien. Comment trouver le juste milieu? J'ai trouvé la personne à qui je devais poser cette question. Dites-moi merci dans les commentaires, les mamans. Dites-moi merci. Voilà. Disons que ma fille a 10 ans, elle a commencé le lycée. Elle est en 6e classe ici, là, au lycée. C'est vraiment difficile parce que il y a sur internet, tu peux taper ta Geld et tu vas voir ce que ça va te donner comme montant que tu peux donner aux enfants. Souvent les enfants viennent avec ça et te disent que maman voilà ce que tu dois me donner. Bon moi généralement il n'y avait pas de ta Geld jusqu'à ce que tu aies
9 ans pratiquement. Donc, il n'y avait pas de tâche du tout. Si tu as besoin de quelque chose, tu te dis, et puis on va au supermarché acheter. Bon, maintenant, après, genre 9, 10 ans, je crois que c'est cette année même que j'ai commencé avec le tâche avec ma fille, parce que je me suis dit, OK, elle peut être en train de marcher avec ses amis, peut-être elle veut une glace ou quelque chose comme ça peut être important. Mais pour moi, le montant doit vraiment être minime. Donc, 5 euros le mois, c'est bon. Tout ce qu'il y a sur Internet, que 10, 15, 20 euros, là, pour moi, c'est vraiment beaucoup. Parce que là, la femme va dépenser ça à quel moment, en fait, pour faire quoi et tout le reste. Et quand je dis, par exemple, que pendant les vacances, si tu as ton argent de poche, tu peux doubler. C'est juste pour lui dire que bon, en ce moment-là, c'est toi qui vas acheter, quoi. Comme cette année, on était à New York et tout. Eux, elle sort son argent, elle achète et elle sent ce que ça fait d'acheter, en fait. Elle sent ce que ça fait de sortir de l'argent, d'économiser et d'avoir de l'argent dans sa poche, quoi. Et c'est ça qui est important pour moi. Ou peut-être même, comme on disait, à la fête, quand il y a par exemple un truc, ton petit frère anniversaire, il y a la fête des mères, la fête des pères, elle met son chocolat là, après elle met un truc, bon bref, elle sort l'argent dans sa caisse, quoi, tu vois un peu. Donc, ça, c'est pour moi, c'est important d'avoir, donner juste un peu d'argent, 10 ans, je pense que c'est un euro maximum, c'est déjà bon. Merci, merci vraiment. Je vais partager ceci avec toi. J'ai créé une petite boutique ici chez moi. C'est aussi dans le but, c'est vrai que c'est pour leur apprendre les valeurs, mais c'est aussi dans le but de leur apprendre l'éducation financière. Donc, il y a un système de points ici chez moi. Tout ce que tu fais de bien, tu gagnes en points. Tu vois, TikTok avait les trucs, c'est là. Je réponds vite. Donc, il y a un système de points ici chez moi. Tout ce que tu fais de bien, tu gagnes en points. Tu peux gagner jusqu'à 50 points et tout. Quand tu es gentil avec tes frères, tu fais un truc sans qu'on ne te demande, tu gagnes un point. Quand tu n'es pas gentil, tu perds un point. Parfois, tu me dois même des points. Mais maintenant, voici où la chose devient intéressante. J'ai acheté je sais que les enfants ont besoin des bonbons et tout. Avant, je n'achetais pas, mais maintenant, j'ai dit que oui, vous pouvez acheter les bonbons avec vos points chez moi à la maison. Tu vois? Mais maintenant, j'ai dit, tu peux acheter à partir de 10 points et tu dois toujours économiser au moins ces 5 points. Donc, tu dois épargner en fait au moins ces 5 points. Si tu as 20 points, tu dois épargner 10 points. Si tu as 30 points, tu dois épargner. Donc, tu dois toujours épargner la moitié de tes points. Tu ne peux pas finir tous tes points d'un coup. Et dis-toi que je vends les bonbons à 7 points, tu vois. Je vends les sucettes là à 10 points. Ils ne veulent pas acheter ça que c'est cher. Il ne faut pas acheter les biscuits. Les biscuits de 2 points, les trucs d'1 point parce qu'ils ne veulent pas finir leur point, tu vois. Peut-être ça peut aider les autres mamans et tout, mais c'est super, je vous dis, ça marche. Personne ne veut acheter. On dit, maman, pardon, fais le prix. Il n'y a pas les soldes aujourd'hui. Ils ne veulent pas acheter les bonbons, les chocolats de 10 points. Ils refusent. Franchement, ils refusent. Ils ne peuvent pas acheter. J'ai ma fille là, celle qui a 6 ans. Elle achète toujours 1 point. Elle ne veut pas. Si elle a trop dépensé, c'est 3 points. Elle dit que ces points ne doivent pas finir. Tu vois, je me dis aussi que ça peut aider et tout. Les autres mamans. Bon, sinon, merci vraiment, merci vraiment sur le système d'argent là, parce qu'en fait, j'étais vraiment en train de réfléchir. C'est vrai que ma fille, elle, quand je lui donne même le touch and go, quand j'ai besoin d'un truc, elle dit que non, maman, j'achète pour toi. Je dis que non, laisse. Tu vois, elle ne veut vraiment pas. Elle se dit que son argent, elle dit, je n'ai pas besoin, mais j'insiste vraiment parce qu'en fait, c'est important aussi. Elle doit savoir comment ça se passe et tout. Bon, parfois, je ne sais pas pour les autres. Je l'envoie à la boutique et elle revient avec le cash and bon, histoire pour voir comment ça se passe aussi avec l'argent. Tu vois? Bon, je ne sais pas si je suis sur la bonne voie. C'est toi l'expert qui va me dire en quelques mots si tu as encore d'autres conseils. Je suis preneuse. Non, non, de ce côté-là, je ne suis pas vraiment du tout experte parce que la fin de l'éducation des enfants dans le pays, ici, là, c'est le cardio, c'est pas évident. Mais ce que tu fais avec les points là, c'est vraiment une très bonne tactique. Je sais pas comment je vais commencer à faire ça parce que quand je vois comment les sucreries, que ce que tu ne voulais pas à la base, mais ils font aussi les choses, il faut avoir les points, ce que toi tu voulais aussi à la base. Donc finalement, tu gagnes sur les deux côtés et eux, ils ne se rendent pas compte en fait. Et eux, dans l'optique de dire que bon, ils ne veulent pas gaspiller leurs points, ça fait qu'ils mangent moins de sucreries et c'est qui est une bonne chose. Donc, ce qui fait que moi, je crois que je vais tricher de côté des points là. Mais sinon, c'est que c'est une très belle astuce. Et après, il faut, comme je dit, il faut lire avec les enfants, il faut communiquer, discuter avec eux, faire les petits jeux comme vous faites là. Et ça les challenge, quoi, et ça les fait comprendre certaines choses qui peuvent être importantes. Et ma prochaine question directement. Bon. Ma prochaine question directement, qu'est-ce qui te motive chaque matin? Chaque matin quand tu te lèves? Quelle est ta motivation? Parce que parfois c'est dur. Surtout dans le pays, si là tu veux rester dans la couverture. Qu'est-ce qui te motive? Je dis, mes mots sont où?
Oui, en fait, comme on dit souvent, généralement, il faut trouver c'est quoi ta mission, c'est quoi ton objectif, c'est quoi que tu as envie de faire avec ce que tu fais. Moi, j'ai décidé que je vais accompagner les personnes de la diaspora à être investisseurs immobiliers en Allemagne. Donc, quand je me couche et que je dors, à un moment, je me dis que bon, peut-être il y a un investisseur qui a besoin de moi, peut-être il y a quelqu'un qui va acheter un bien immobilier, peut-être il y a quelqu'un qui veut faire une mauvaise affaire. Il faut que je me lève parce qu'il faut que je l'aide dans ce sens-là, il faut que je le sauve dans ce sens-là, il faut que je réponde dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment ça qui me motive. Il faut vraiment avoir ta mission, il faut avoir ton challenge. Il faut que ça te plaise. Sincèrement, ça me plaît vraiment de travailler avec la communauté. Jusqu'à présent, bon, c'est vrai qu'il y a toujours des petites choses qui peuvent mal se passer avec des clients. Mais en gros, je suis vraiment à 80-90% satisfaite quoi, de toutes les personnes que j'ai accompagnées. Moi, je suis à travailler avec d'autres personnes qui ont beaucoup plus de recommandations. Donc aujourd'hui, je travaille beaucoup plus avec les recommandations. Quelqu'un qui me dit, ah, je connais un tel qui veut aussi, j'ai parlé à telle personne, il veut aussi, et voilà, 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 quoi. Et ce qui fait que forcément, ça me rend aussi la tâche facile. D'autre côté, quand tu vois aussi que les gens apprécient ton travail, ça te motive forcément à continuer, quoi. Wow. J'espère que nous aussi, on va penser comme toi. Bon, c'est vrai que moi déjà, je vois un peu les choses comme toi. Je pense que nous, on doit vraiment faire un travail pour la génération future. Sinon, ça sera vraiment catastrophal. Donc, je pense que chacun doit mettre du sien pour essayer d'accompagner et tout. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer ce podcast-ci là, pour essayer d'éveiller aussi d'autres mamans, de galvaniser, de leur motiver que si Madeleine a pu, pourquoi pas toi? En fait, ce n'est pas parce que tu as eu les enfants que tu penses que ta vie est finie. Tu es maman de combien d'enfants, s'il te plaît? Ici, nous sommes les super mamans. Donc, ma super maman, tu es maman de combien d'enfants? Dis-nous, pardon. 4 ans. Hey, maman, elle a 4 enfants. Vous dites souvent que j'accouche beaucoup parce que je ne fais rien, non? Elle a 4 enfants. Vous allez dire quoi d'elle? Non, franchement, bravo, franchement, bravo. Bravo encore. Bon, j'aimerais te demander si tu devais parler de toi plus jeune, que dirais-tu? Prends la question comme tu vas en fait. Ah, elle aime tout. Vas-y. Donc, je comprenais que tu disais que tu veux parler de moi plus jeune. Donc, quand j'étais plus jeune, c'est ça? Ça va être amusant parce que plus jeune, je suis plutôt timide. Il y a beaucoup de personnes qui vont demander que, quand ils m'ont vu sur YouTube, vont demander que, mais donc la fille s'y parle souvent. Donc, elle connaît parler. Ça prouve seulement à quel point, bref, la vie est pleine de multitudes. Donc, souvent, quand je parle avec ma fille, je lui dis souvent que tu vas être ma mathématicienne. Elle me dit, maman, je te souviens, quand tu étais petite, tu voulais être médecin. Aujourd'hui, après, tu es partie travailler en entreprise. Aujourd'hui, tu es agent immobilier. Donc, vraiment, la vie nous réserve beaucoup de surprises. Et généralement, on ne sait pas où on va vraiment arriver, quoi. Donc, plus jeune, j'étais vraiment assez réservée, timide. Je pense que ça m'a aussi aidé dans le sens d'avoir mes finances en main quand j'étais étudiante, ne pas vraiment oser, ne pas faire des excès, et être vraiment concentrée sur mes études, quoi. Donc, je suis quelqu'un d'assez focus dans ce que je fais, que ce soit les accompagnements que je fais, que ce soit pour ma vie, la discipline et tout le reste, ce sont des choses qui ont toujours été très importantes pour moi. Et maintenant, si je devais me donner un conseil par rapport à à moi plus jeune, je dirais justement qu'il fallait que je me traîne un peu plus, que j'ai un peu plus de confiance à faire les choses, quoi, que je n'ai plus trop peur, que je sache que les choses sont possibles et tout le reste. Donc ça, ce serait éventuellement le conseil que je donnerais à moi plus jeune. Waouh, 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 waouh. Franchement, je suis tellement impressionnée de par ton mindset, ta façon de voir les choses. Bon, dis-moi alors, comment définis-tu, n'est-ce pas, l'esprit gagnant? Comment définis-tu l'esprit gagnant? Pour moi, l'esprit gagnant, c'est vraiment la discipline et la résilience. Ce sont vraiment les deux choses que je vais dire. Parce que comme tu as dit, maman de 4 enfants et tout, j'ai eu mon fils quand j'étais encore étudiante. Et ce n'était pas du tout évident. Il y a beaucoup d'étapes que j'ai traversées et tout le reste, mais vraiment, il faut être focus, il faut être résilient, il faut être discipliné. Et tu arrives facilement à faire des choses, quoi. Maintenant, ça dépend de chacun, ça dépend des objectifs de chacun. Quel est ton objectif dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif, quoi. Donc voilà, pour moi, pour être gagnant, il faut vraiment être discipliné, il faut être résilient, il faut se connaître soi-même, parce qu'effectivement, quand tu te connais, tu vis toi-même en paix avec toi-même, quoi. Et ça, c'est vraiment important.
Wow. Et j'aimerais te demander, je vais faire un petit crochet par rapport au fait que tu as dit que tu as eu ton fils quand tu étais étudiant. Dis-nous un peu. C'était difficile d'étudier avec un enfant? Ça s'est passé comment? C'était quoi ton plus grand défi là-bas? Je t'ai démuite, c'est trop intéressant. Oui, le plus grand défi, c'est que tu es dans un environnement, justement, où il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles. Tu sais, quand tu arrives en Allemagne, tu as beaucoup de personnes qui vont... il y a à peu près rien qui est facile normalement en Allemagne, quoi. Donc, je vais dire au pays, quand tu as un enfant, c'est facile. Ta mère vient, les cousines sont là, les tantes sont là, ça se passe. Maintenant, ici, il faut que tu trouves la crèche, il faut que tu aies ceci, il faut que tu puisses accompagner l'enfant, il faut que tu puisses aller le chercher et tout le reste. Pourtant, tu penses faire les études encore à côté qu'il faut que tu fasses, quoi. Tu as le job aussi qu'il faut que tu fasses parce qu'effectivement, tu n'as pas forcément de l'argent pour joindre les deux bouts. Donc, c'est un peu ça. C'était vraiment assez difficile pour pouvoir rejoindre les deux bouts, travailler, aller aussi à l'école en même temps, quoi. Donc, je me souviens quand j'étais enceinte, il y avait une fille à l'université qui m'a dit, continue de venir à l'université, tu vas coucher à l'université. Comme tu ne veux pas rester à la maison là. Mais bon, c'est un peu ça. Donc, après, je veux dire, souvent, c'est quand les choses se passent, quand tu regardes en arrière que tu te dis, ah, j'ai traversé ci, j'ai fait ci. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus différent, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Bravo. Et j'ai une question juste en bas là, la question d'une super maman qui te demande à savoir, est-ce que tes origines ont eu un impact dans ton parcours, dans ton succès? Euh, Pas forcément, hein, pas forcément. Donc, je peux dire que le fait que, en fait, comme j'ai dit au début, j'ai étudié BVL, c'est une filière que je ne recommande pas aux personnes d'étudier parce que c'est une filière qui est très concurrencée. Beaucoup d'Allemands font ça, donc il faut avoir déjà vraiment une maîtrise de la langue allemande, ce qui n'est pas évident. Et c'est concurrencé avec ce qu'on appelle Kaufmann oder Kauffrau, que beaucoup d'Allemands font aussi. Mais ce qui m'a aidé, c'était le fait que je parlais très bien français et je parlais très bien anglais. Donc, ce qui fait que j'étais beaucoup en mission dans les pays francophones. Et j'étais la personne justement qu'on envoyait généralement en mission, quoi. Comme je dis, ça m'a fait donc permis d'investir dans l'immobilier et d'avoir un patrimoine important. Mais donc, je pense que le français et l'anglais, bon, je peux dire que c'est un peu de mes origines, quoi, parce que moi, je suis originaire du sud-ouest, donc j'ai grandi à Kumba, j'ai fait l'université à Boya. Donc, ce qui fait que ça m'a rendu un peu la tâche facile pour faire tout ça. Et aujourd'hui, vu que je travaille aussi avec la diaspora, je pense aussi que mes origines m'ont beaucoup aidé parce que je ne travaille pas forcément avec, je travaille les Allemands comme des partenaires, mais les clients que j'accompagne sont des personnes de la diaspora, quoi. Donc, ce qui est sûr, c'est que mes origines ont joué un rôle très important. Et sa prochaine question est à savoir, as-tu connu des périodes de doute? Comment as-tu géré cela? Bon, les périodes de doute, je pense qu'il y a tout le temps, hein. Je pense que les périodes de doute, ça ne finit jamais. Pas forcément sur le plan entrepreneurial, mais beaucoup plus sur le plan privé ou bien le plan d'être ici. Parce que parfois, je te pose la question de savoir, bon, est-ce que tu es ici en Allemagne, tu veux encore rester combien de temps? Est-ce que tu veux rentrer au pays ou bien le pays t'appelle, des choses comme ça, quoi. J'ai souvent des amis qui ont fini avec l'école et ils sont directement rentrés au pays. Ou des amis qui me disent, bon, Madeleine, on fait comment après l'école? Est-ce qu'on rentre? Est-ce qu'on reste ici? Donc, ce sont les périodes où tu te poses des questions qui vont forcément influencer le reste du parcours de ta vie, quoi. Donc, parfois, quand tu te dis, OK, finalement, je décide de rester, le doute, c'est souvent que bon, si j'étais rentrée, qu'est-ce qui se serait passé, en fait. Donc, mais après, sinon, c'est que c'est ça, hein. Donc, voilà, tu as souvent un peu des périodes de doute et puis ça va, quoi. Je peux lire la question qui est en commentaire. Là, on demande si j'ai un master ou un bachelor. Je ne conseille pas cette filière parce que, en fait, je trouve qu'elle est assez concurrentielle et je préfère que les personnes étudient, par exemple, un truc informatique, électrotechnique, mathématiques. Ce sont des choses où j'ai vu plus les Camerounais exceller là-dessus, quoi, par rapport à l'EVL. Là, je vais finir de poser les questions avec notre invité. Et si vous avez des questions, vous pourriez monter poser directement si vous voulez. Généralement, on prend l'invité 1h30. Après, vous montez 30 minutes. Donc, maxi 2 heures, on la libère. Vous savez, c'est une grande dame. On doit non plus trop l'étouffer, en fait. Donc, oui. Et ma prochaine question est à savoir si tu devais laisser une seule phrase à l'humanité, ça serait laquelle? Tu as des questions difficiles, hein. C'est vrai que moi, je fais souvent les lives, mais je ne me pose pas les questions difficiles comme ça. Euh, la discipline. C'est la seule chose que si je veux laisser quelque chose à l'humanité, c'est la discipline, parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Justement,
il faut poser les questions comme ça pour t'amener. Il faut aller chercher au fin fond de toi là-bas. On ne doit pas quand même avoir l'occasion de t'avoir, ne tape pas tous les jours et blaguer en fait. Je suis la bouche de mes super mamans. Je dois poser. J'ai même pris le temps de prendre certaines questions. Donc, toutes ces questions-ci, ce n'est pas seulement mes questions à moi. Et la prochaine question aussi d'une autre super maman, c'est à savoir si tu es également investi au pays. Et d'où je viens avec ma prochaine question. Que conseillerais-tu aux personnes qui préfèrent d'abord investir au pays que d'investir ici? Oui, j'ai investi dans l'immobilier aussi au pays, donc je fais la location classique et aussi le Airbnb au pays. Je conseille aux personnes de commencer par l'investissement immobilier en Allemagne parce que quand tu es en Allemagne, comme je dis, c'est mieux de commencer là où tu te trouves. Donc moi j'ai investi au pays étant à distance, c'était une erreur en fait. Donc s'il faut que je recommence un investissement, s'il faut que je fasse un investissement au pays actuellement, il va falloir que je sois au pays. Point out. Si je pense que je ne peux pas être au pays, je ne fais pas d'investissement au pays. Si je pense que je ne peux pas être au pays, disons, je sais pas moi, tous les mois ou bien peut-être tous les 2 mois, je ne ferai pas d'investissement au pays, quoi. Ouais, je ne ferai pas d'investissement de cette ampleur-là au pays parce que j'ai remarqué avec ça que l'investissement au pays a besoin vraiment d'une grande surveillance et qu'il faut être régulièrement sur place. Donc, voilà. Donc, j'ai investi aussi également au pays. Voilà, vous avez suivi aujourd'hui. Moi, je sais que je te suis depuis. Je n'allais même pas te demander s'il faut d'abord investir ici, là, quand on a les enfants ou investir au pays. Mais je te repose quand même cette question parce qu'une super maman voulait que ça sorte de ta bouche. Elle est avec son mari. Elle préfère qu'il commence par investir ici, mais son mari veut commencer au pays. Malheureusement, ils n'ont pas assez de moyens, tu vois. Et le mari aussi n'a pas un travail. Elle travaille. Elle a un séjour indéterminé et son travail, elle a un travail aussi indéterminé. Mais son mari, lui, n'a pas encore un travail indéterminé et il n'a pas encore un bon séjour. Mais elle veut, puisque les deux ne peuvent pas encore se mettre ensemble apparemment pour investir ici, d'après ce qu'elle m'a dit, l'homme dit que l'argent qu'ils ont déjà épargné, qu'ils partent d'abord investir au Cameroun, que c'est toujours les biens, que c'est toujours pour eux. Et elle voulait un conseil de toi. Elle t'écoute. Oui, j'ai effectivement accompagné un couple qui était à peu près dans cette lancée-là. Ce que moi je dirais, c'est que bon, comme vous savez, avec nous sommes africains, là, c'est souvent un peu difficile. L'homme veut être un chef de famille, naturellement, il veut prendre les décisions. Ce que je dirais, c'est qu'elle, elle peut commencer avec l'investissement immobilier, avec un financement à 110%, donc sans avoir besoin des capitaux. Donc, s'ils ont économisé de l'argent et qu'elle fait son investissement immobilier et qu'elle a besoin des capitaux, ça ne change rien, en fait, par rapport à l'argent qui a été économisé. Maintenant, le mari, ou alors, eux, ils peuvent prendre ensemble et dire que bon, le cash qu'on a économisé, on fait un investissement au pays, quoi. Donc, ça, c'est aussi une éventualité. Donc, c'est ce que moi, je dirais au départ. Bon, sur le temps, ça a toujours été démontré que peut-être l'investissement qui va être fait au pays va marcher ou peut-être ça va moins bien marcher, mais ce qui est sûr, c'est que euh, après ça, il va falloir, on va tirer les leçons de chaque investissement, quoi. Et voilà où il faut continuer. Donc, ceux que j'ai accompagnés, après, ils ont tiré la leçon et ils ont dit que bon, c'était mieux d'investir en Allemagne, ils ont continué en Allemagne, quoi. Donc, c'est un peu ça. Bon, tout à l'heure, c'est quoi la différence quand tu investis avec les capitaux et sans capitaux? C'est une question sur le coup comme ça. Disons par exemple que si un bien immobilier coûte 200 000 euros, tu vois, et tu as besoin des frais d'argent pour payer le notaire et pour payer l'enregistrement au cadastre et l'agent immobilier. Bon, dans mon cas, l'agent immobilier, les frais, c'est souvent gratuit. Donc, disons que le tout, ça fait 10%. Donc, ça va faire 20 000 euros. Donc, tu as besoin de 20 000 euros pour acheter un bien immobilier de 200 000 euros. Maintenant, quand tu vas faire un financement à 100%, ça signifie que L'agent immobilier, c'est le makler, n'est-ce pas, non? En allemand. Ok, merci. C'est bon. On t'écoute pas. On t'écoute. Micro. et là, tu peux faire donc un financement à 100%, ça signifie que tu finances juste les 200 000 euros. Ou alors tu fais un financement à 110%, ça signifie que tu finances 220 000 euros. Donc ça veut dire que les 20 000 euros pour les frais supplémentaires, tu les finances aussi. Ça fait donc que tu fais un investissement immobilier avec apport zéro en fait. Tu vois. Maintenant, la banque aussi n'est pas bête. La banque généralement se rend compte, à moins que ce soit un bien immobilier qui est très bien évalué, tu peux avoir un taux d'intérêt qui va être légèrement plus élevé que si tu avais financé à 100%. Mais ça ne rentable, ça ne se rèche même pas, en fait, que d'attendre. Donc, si par exemple, tu n'as pas 20 000 euros pour investir, c'est mieux de commencer sur un financement à 110% que de ne rien faire du tout. Bien que de rester là, dire que tu attends à avoir 20 000 euros, quoi. Ça ne se rèche même pas, en fait. Donc, c'est un peu ça.
Ah, merci, merci pour la réponse limpide. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Franchement, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Merci encore. Je vais te laisser le soin de rappeler tes réseaux sociaux pour qu'on puisse te suivre. Et si peut-être tu as une entreprise, tu peux également parler de ça. On doit essayer d'encourager comment on peut délever, comment on peut. Donc, n'hésite vraiment pas. Je te laisse le soin de prendre la parole pour nous parler de tes entreprises, de tes comptes où les gens doivent s'abonner, te suivre. Franchement, tu es très, très inspirante. Tu es la personne que tu pensais être. Et je suis encore très, très honorée de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Je suis partie vous dénicher de best, mes super mamans. Vous ne tapotez même pas. Franchement, je suis déçue. Je suis déçue. Je vais prendre la demande quand elle va finir de parler de l'entreprise. Oui, donc voilà, l'entreprise c'est immobilier en Allemagne, tout simplement. C'est comme ça que c'est enregistré. Tu me trouves donc sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook, TikTok, là, immobilier en Allemagne. Les vidéos sur YouTube, il y a beaucoup de connaissances. Ou alors tu vas sur le site internet immobilierenallemagne.com. Tu vas donc trouver aussi les formations que je propose, ou bien sur mes vidéos, sur mes pages, tu trouves donc tout ce que je propose concrètement. Au pays, comme je disais, donc je fais la location classique, aussi les appartements meublés. Donc moi, je suis uniquement focus sur l'immobilier, je ne fais pas d'autres investissements du tout. J'ai commencé avec les ETF parce que j'ai vu quelqu'un poser la question dans les commentaires. Parce que, du moins, généralement, quand on demande de diversifier en général, on dit bon, il faut diversifier de l'investissement et tout ça. Je me suis dit, ok, je vais prendre un compte pour les ETF. Mais ça fait juste 2-3 mois, donc je ne peux pas encore vraiment dire quelque chose par rapport à ça, quoi. Donc, c'est un peu ça, actuellement, pour ce que je fais comme activité, pour mes différents comptes aussi. Pour me contacter, tu m'écris même sur mon compte TikTok là, ou tu m'écris sur Facebook, sur YouTube, sur Facebook, je crois, Instagram et tout ça. Je te réponds, quoi. Là, il n'y a pas de souci. Donc là, on va entrer dans la deuxième partie de l'émission. On doit vous permettre de poser la question à l'invité. S'il vous plaît, quand vous montez, vous posez la question. Quand elle vous répond, vous descendez. Merci. Je vais prendre la première personne. Elle va monter. Je vais poser ta question plus tard, s'il te plaît. N'hésitez pas à laisser les questions si vous ne pouvez pas monter, on va poser. Bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Je dois également couper le micro pour que tu parles. Ok. Ok, merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup à toi, CB, parce que tu es toujours en train de me dénicher les perles des perles, vraiment. Si tu n'existais pas, on devait te créer. Chaque jour, quand je monte dans ton live, je dis ça. La personne qui sort de ton live sans avoir retenu quelque chose, franchement, il doit laisser la au village. Franchement, merci. Merci, merci, merci. C'était très édifiant et merci pour la disponibilité de ton invité. On a appris tellement de choses et on se dit toujours que pour pouvoir investir dans l'immobilier ici en Europe, il faut avoir des pouvoirs surhumains, il en faut trop. Et là, franchement, on rend ça accessible, en fait. Vous voyez, ce n'est pas un truc de tabou, un truc qui est relevé seulement à une catégorie de personnes. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci, vraiment. J'ai plein de questions, mais je vais essayer d'être le plus bref possible. Merci beaucoup. Ma première question est de savoir, est-ce le premier immobilier ici en Allemagne, parce que j'ai entendu compris que c'est quelque chose qui est décisif. Est-ce que ton premier immobilier ici en Allemagne est censé être un passif ou un actif? Est-ce que tu t'achètes ton premier immobilier pour y vivre ta famille et toi, ou tu l'achètes comme un revenu actif en fait? Et est-ce que ça joue pour tes prochains immobiliers? Dans quelles circonstances ça peut jouer positionnement dans tes acquisitions des prochains immobiliers? Parce que je suis un peu perdue par rapport à ça, de savoir, ok, une maison maintenant, tu la prends, tu la mets en location. Est-ce que c'est positif pour toi auprès de ta banque pour pouvoir acquérir le deuxième ou pas? Merci beaucoup. Voilà, justement, vous m'écoutez. Ok, le premier bien immobilier que tu achètes, ça ne doit pas être un bien immobilier résidentiel, donc ça doit être un bien immobilier locatif. Parce que quand tu achètes le bien immobilier, aujourd'hui par exemple, si tu vas acheter un bien immobilier résidentiel, tu es facilement dans 400 000, 500 000 euros. Ça te fait les traites de 2500, 3000 euros, c'est quand même beaucoup. Maintenant, si tu commences par un bien immobilier locatif, tu es dans les 150 000, 200 000 euros. Et ça fait donc que tu mets le bien en location et avec l'argent que le locataire te paye, tu payes tes traites à la banque et avec les charges. Donc maintenant, quand la banque voit que tu as un bien immobilier locatif, et qui est bien géré, parce qu'effectivement, il faut que ça se voit que tu as le loyer qui entre, tu as les avantages fiscaux et tout ça. C'est pour ça que je propose l'accompagnement sur 1 an après l'achat. Lorsque la banque voit que tout se passe bien avec ton bien immobilier, c'est là où tu peux maintenant faire la prochaine acquisition immobilière. Donc, c'est un peu ça la stratégie, quoi. Commencer par un bien immobilier locatif et avancer donc, qui va être bien fait naturellement et avancer donc tout doucement dans la même lancée. On termine en fait avec le bien résidentiel. Ok, d'accord, merci beaucoup. J'aurais aimé savoir ça il y a quelques mois. Ton bien locatif, ton bien résidentiel. Mais j'essaie. Oui, s'il te plaît, on t'écoute, CB, je me mute. CB, on ne t'entend malheureusement pas. Je me suis mutée, désolée. Moi-même, quand mon époux et moi s'intéressaient par rapport au sujet,
On nous a conseillé de prendre d'abord un bien résidentiel parce qu'en fait, c'est moins coûteux. La banque te fait plus confiance. Quand tu veux prendre à titre locatif, en fait, c'est très coûteux et ils ont plus d'exigences. Oh, Vous m'écoutez? En fait, ce qui se passe, c'est que le bien résidentiel est toujours plus facile à financer parce que ça remplace directement ton loyer. Ou alors la banque met ça un peu en relation avec ton loyer, quoi. C'est pour ça que je dis qu'on met le bien résidentiel à la fin, parce qu'il faut vraiment qu'à la fin, il y ait vraiment un problème pour que la banque ne te finance pas ton bien résidentiel. Surtout si tu n'es pas très loin de ce que tu payais comme loyer avant. Maintenant, si même tu es très loin, ce que tu peux faire, c'est que tu prends les premiers investissements que tu as fait, que tu vas mettre comme garantie pour prendre ton bien résidentiel, en fait. Donc, mais par contre, quand tu commences par le bien résidentiel et que tu es sur les traites de, bon, je veux dire, bon, dans les années 2020, 2019, le taux d'intérêt était à moins de 2%, donc c'était intéressant. Mais aujourd'hui, les taux d'intérêt sont à 4%, 3,5, 4%. Tu es donc facilement avec les traites qui sont élevées et ça prend une grande partie de ton salaire pour pouvoir faire un prochain investissement, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on conseille de commencer par le locatif avant d'aller sur le résidentiel. Mais maintenant, après tout, aussi, c'est une question de capacité d'emprunt, hein. Donc, si vous êtes knapp dans la capacité d'emprunt et que vous voulez à tout prix votre maison, vous pouvez aussi commencer par le résidentiel, quoi. ok. Merci beaucoup. J'ai une seconde question. Est-ce que c'est légalement admissible ici de s'acquérir un bien résidentiel et que par la suite, tu le transformes plutôt en revenu actif, donc que par la suite, ça devient un truc locatif? Est-ce que tu aurais besoin d'autorisation de ta banque pour le faire ou alors tu peux décider de, par exemple, mettre une partie de ta maison ou de ton immeuble ou tout simplement en location comme ça? Oui, oui, tu peux. Bon, en fait, c'est ton bien immobilier, quoi. Donc, tu peux faire justement de ça ce que tu veux. Mais quand tu habites dans un bien immobilier, l'avantage, généralement, que tu as vraiment, c'est de vendre après 3 ans, je te fry, tu vois. Parce que quand tu prends un bien résidentiel, quand tu prends un bien dans lequel tu habites, tu peux vendre après 3 ans et tu ne payes pas d'impôt sur le bénéfice que tu as fait, quoi. Et ce qui fait que les gens qui prennent souvent peut-être tes appartements ou les anciens au début, c'est ce qu'ils font. Maintenant, la question, c'est que bon, tu vas vendre et aller habiter où? Donc, du coup, si tu n'as pas où tu vas aller habiter quand tu vas vendre, tu peux justement faire louer une partie, comme tu es en train de dire. Mais si tu vas faire, je vais dire, si on est vraiment sur un family house qui t'appartient complètement à l'intérieur, quoi. Maintenant, si tu veux construire, il est dépendant, tout comme on faisait au pays, naturellement, il faut que tu demandes l'autorisation de la ville. Si tu es sur un Ryan house, donc ça veut dire si tu es collé avec la maison de quelqu'un d'autre, il faut voir ce qui se fait dans le quartier, tout le reste, quoi. Mais si c'est vraiment ta maison qui est entourée, que c'est ta maison et que peut-être tu veux faire louer, je ne sais pas, peut-être lequel là, ou peut-être le être quelque chose, ou peut-être en haut, parce que tu veux maintenant utiliser juste le bas, peut-être les enfants sont grands, ils sont partis. Tu fais louer sans problème, quoi. Si tu vois que tu pars en Afrique, tu mets ça en location, tu pars en Afrique, quoi. Donc, tu es libre de faire ce que tu veux faire avec. Merci beaucoup, merci. Ma prochaine question, désolée. Euh, On doit d'abord lui demander si elle a encore un peu de temps pour nous. Oui, allons-y jusqu'à, comme tu as dit 2 heures, allons-y jusqu'à 23 heures. Dans ce cas, peut-être c'est mieux que je laisse alors la place aux autres super mamans pour poser les questions. Il n'y a pas de demande. Vas-y, profite. Elle n'est pas là tout le temps. Vas-y. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, CB. Mon autre question est de savoir, ça concerne le eigencapital en fait, n'est-ce pas? Est-ce que, parce que j'ai des banques en fait qui, par exemple, sont prêtes à te donner un immobilier sans eigencapital. Quel est le conseil que tu dois, est-ce qu'on doit unbedingt vraiment apporter son eigencapital ou bien est-ce que tu peux aller tout simplement avec ces banques-là et accepter par exemple le pourcentage élevé qui te donne ou c'est une épée de Damoclès que tu es en train de mettre sur ta tête comme ça là sans savoir et tu crois qu'ils sont en train de te faire du bien? Il faut comparer justement la différence qu'il y a entre le taux d'intérêt qui est normal et le taux d'intérêt qu'on te donne avec le 210%. En fait, moi, ce que je conseille généralement, c'est de prendre un bien immobilier que la banque va déjà très bien évaluer. Parce que quand la banque évalue le bien, ton taux d'intérêt n'est pas très loin du taux de la réalité, quoi. Donc, ce qui fait que, disons par exemple, que si tu as 100% et que tu as 3,8% et que si tu as 110%, tu as 4%, la différence, c'est pas grand chose. Donc, ce qui veut dire que tu attends, au lieu de faire ton investissement, c'est le temps que tu perds, en fait. Mais maintenant, si tu as ton cash et que tu veux utiliser ton cash pour investir, parce que l'avantage vraiment toujours que tu as, c'est que, par exemple, au lieu d'avoir 200 000 euros de dette, tu as 220 000 euros de dette, quoi. Donc, tu as une dette qui est plus importante. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que les autres paramètres soient vraiment réunis pour que tu puisses profiter. Naturellement, tu as les avantages fiscaux par rapport à ça, mais tu as aussi une dette qui est plus élevée quand tu vas sur du 110%. Ok, d'accord, merci beaucoup. Maintenant, ma dernière question, c'est par rapport en fait, à la situation géographique ici en Allemagne. Où préconises-tu ou alors où conseilles-tu en fait quelqu'un s'il veut faire une acquisition locative? Moi, je m'intéresse pas beaucoup aux appartements, je m'intéresse vraiment beaucoup aux family house parce que j'ai remarqué que les appartements, c'est plus beaucoup, c'est disponible et maintenant, je vois qu'il y a plus de grandes familles qui cherchent bien plus que il y a les appartements à louer. Merci beaucoup.
Oui, bon, les grandes maisons, ce qu'il faut juste savoir, c'est que la grande maison, peut-être, il va falloir louer à 2 000 € par là. Donc maintenant, tu vois que le candidat, généralement, je conseille toujours d'avoir quelqu'un qui peut payer 3 fois le CalMeet. Si tu as, par exemple, une maison que tu loues à 2 000 €, ça veut dire qu'il faut que tu trouves un candidat qui a 6 000 € de salaire. 6 000 € de salaire, ça ne couvre pas les rues. Donc, ce qui veut dire que moi, je dis souvent, OK, côté appartement, c'est souvent mieux parce que là, tu peux peut-être mettre ton loyer à, c'est pas moi, 1 000 € et trouver quelqu'un qui a 3 000 € de salaire, c'est un peu plus facile que de trouver quelqu'un. Et dans les maisons, le truc, c'est que la responsabilité te revient à toi seul. Donc, ça veut dire que peut-être tu peux mettre un housemaster là-bas, mais il faut que tu t'occupes de tout, quoi, du jardin et tout le reste, machin, pour que ça fonctionne. Mais pourtant, quand tu es dans un appartement où il y a un house feval, tout, naturellement, il faut juste se rassurer qu'il travaille bien. Tu as dans les appartements qui sont gérés par une structure reconnue qui fait ça et que c'est son travail, quoi. Donc, ce qui fait que le toit, la façade, l'électricité, tout ce qui doit être mis à jour est mis à jour. Mais maintenant, quand tu as aussi la capacité d'emprunt, tu peux aller sur les deux stratégies. Moi, j'ai les deux. Moi, j'ai les maisons, j'ai aussi les appartements. C'est différent, en fait, tu vois. Mais au départ, pour quelqu'un qui commence, généralement, je conseille toujours l'appartement. Parce qu'en appartement, tu es dans la copropriété et la copropriété fait un certain travail que tu peux voir et que tu peux copier et imiter et te dire que bon, je vais maintenant sur la maison parce que je sais peut-être que bon, dans, je sais pas moi, 30 ans, on change le toit, dans 10 ans, on fait la façade, dans ceci, tu as une certaine expérience, quoi. Et ça devient un peu plus facile pour toi si tu vas sur une maison. Et l'aspect location aussi n'est pas vraiment à négliger. Parce que les maisons qu'on met en location à 500, 800 €, même 1000 €, ça va vite, quoi. Mais quand tu veux à 2000, 2500 € pour une maison à louer, la demande est quand même restreinte. Ok, merci beaucoup. Merci, j'ai encore une dernière, c'est vraiment ma dernière question. Pardon. En fait, ça, c'est maintenant, c'est vraiment une question que c'est mon cas personnellement. Vous voyez, on a acquis un bien immobilier qui a mehrere Stücke, bien plusieurs étages, en fait. Bon, Vous family voyez. house, oui. Il y a Mehrfamilienhaus, genau. Et maintenant, on s'est rendu compte que la maison est vraiment trop grande pour nous. Et malheureusement, on avait déjà utilisé tout l'argent pour rénover la maison parce qu'on a acheté, on a aussi pris un petit souci ça pour rénover et faire le chiquimiki. Et puis, on s'est rendu maintenant compte que la maison est un peu, est vraiment exploitable différemment parce qu'on a des gens qui nous demandent si ils peuvent prendre et tout. Et sauf que maintenant, il n'y a plus l'argent, par exemple, pour bien faire des séparations. Est-ce que tu nous recommanderais, par exemple, de prendre un privat crédit pour séparer la maison, pour pouvoir la mettre en location, ou bien c'est une stupide idée et ça va augmenter encore seulement le stress chaque fin de mois pour payer et le crédit de la maison et le privat crédit seulement pour avoir quelques locataires. I don't know. Le privat crédit, c'est quelque chose que je ne recommande vraiment pas généralement. Mais maintenant, si tu es en train de te rendre compte que tu es en train de perdre certains cash parce que tu n'arrives pas à diviser, mais parce que la maison que tu pourrais mettre en location est vide, parce que l'espace que vous avez, vous n'utilisez pas, ça peut être peut-être une possibilité de prendre ce privat crédit-là et voir comment rembourser rapidement, quoi. Donc, prendre vraiment pour cet objectif-là et se dire, OK, on prend ça, on divise, on met en location et on rembourse le plus tôt possible que de rester là vraiment et ne rien faire. Parce que comme je dis, quand tu ne fais rien, rien ne se passe, quoi. Généralement, il faut toujours être en action, il faut toujours faire quelque chose. Donc, c'est ce que moi je dirais dans ce cas-là, au lieu de laisser juste l'appartement là vide comme ça, l'espace supplémentaire que vous avez vide comme ça, mieux vous prenez un petit crédit, vous essayez de gérer ça rapidement avec, vous mettez en location et vous remboursez aussi rapidement, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci pour le temps, la disponibilité. Merci pour toutes les questions. Vraiment, merci. Merci encore à toi, CB. Merci. Il n'y a pas de souci. Donc, il y a un point, il y a un point, les assurances, les assurances des maisons. Dis-nous tout par rapport aux assurances. Ça se passe comment quand on prend une maison? Ça se passe comment avec les assurances? Quelle assurance on doit prendre? Quelles sont les assurances importantes? Quelles sont les assurances pas importantes? Voilà, personnellement, je me limite toujours aux assurances classiques. Donc, ça veut dire que si tu achètes une maison résidentielle, tu as dans ce qu'on appelle le Wohngebäudeversicherung. C'est même pratiquement obligatoire en Allemagne. Donc, ce qui veut dire que tu as ton Wohngebäudeversicherung que tu dois payer. Maintenant, si tu prends un appartement dans un bâtiment, en général, le Hausverwaltung a déjà aussi le Wohngebäudeversicherung qui va déjà assurer tout ce qui est Elementarschaden, donc Feuer, Hagel et toutes les choses qui peuvent se passer. Maintenant, par rapport aux locataires, je conseille toujours de prendre une assurance supplémentaire au cas où si le locataire te fait des problèmes et qu'il ne paye pas son loyer. Bon, là, je ne conseille pas une assurance directement, je conseille plutôt Haus und Grund, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est juste un Verein et tu t'enregistres là-bas comme Mitglied et ça te coûte vraiment assez moins cher que de prendre une assurance dédiée, quoi. Ça, c'est une information très importante. Ça, c'est une pépite. Les gens qui sont sur ton live doivent te dire, mais parce que nous-mêmes, on a payé l'assurance pendant au moins 2 ans avant de se rendre compte que, mais on a jeté beaucoup d'argent par la fenêtre. Et ce sont les gens qui font vraiment un très bon travail parce que dès que tu les appelles et que tu les dis, OK, voilà, le locataire, il y a un souci, ils écrivent la lettre, ils sont vraiment, on te met directement un avocat à la disposition, quoi. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une pépite par rapport à ton investissement immobilier. Donc, c'est ça.
Moi-même, je me suis mutée ici, là, de ce côté. Docteur Unique est là. Donc, j'étais en train de dire, on ne redit pas le nom là. Allez consulter. Abonnez-vous. Écrivez-lui que s'il te plaît, le nom là, c'était encore quoi? On ne redit pas. Moi, j'ai compris, j'ai mis là-bas. Mais si vous n'avez pas compris, vous avez d'autres questions, franchement, allez consulter. Abonnez-vous à ses comptes Facebook. Allez aussi sur YouTube. Elle a les vidéos. Même sur Facebook, elle poste constamment. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a une qui te demande directement. Le Red Shoes est important aussi dans ce sens. Je ne sais pas si tu peux rapidement répondre. Et on te demande aussi quelles sont les modalités et frais d'entretien chez toi pour t'avoir comme macleur. Ah, désolé. Bon. Oui, la chose déjà, c'est quelque chose que tout le monde doit avoir de façon privée, mais par rapport à la maison, l'assurance house and home, c'est vraiment le multi-charge. Et l'assurance par rapport à ton bien immobilier, c'est largement suffisant. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Et les modalités par rapport aux frais d'entretien, bon, je propose la première consultation qui est gratuite. C'est souvent un peu plus facile parce que ça te permet justement de pouvoir, qu'on définisse en fait quel est ton besoin en fait. Parce que j'ai le mentoring programme que je propose aussi qui va te coûter 2000 €. Mais généralement, ça se fait après la première consultation parce qu'il faut qu'on regarde c'est quoi ta capacité d'emprunt, c'est quoi la stratégie sur laquelle tu veux investir, est-ce que tu veux un cash flow, est-ce que tu veux patrimoine, bref, on définit d'abord tout ça avant d'aller sur la prochaine étape pour que tu puisses payer, quoi. Donc, j'ai aussi des formations en ligne qui sont sur les pages, mais la première consultation est gratuite parce que, comme je dis, bon, ça ne sert à rien que tu payes, par exemple, pour le mentoring, pour qu'on se rende compte que tu ne peux pas investir, quoi. Donc, c'est pour ça que je préfère déjà cette première séance-là pour définir. Et vu que c'est un travail que je fais individuellement avec les personnes, c'est aussi bien de se connaître déjà au préalable avant de passer sur la période de l'achat. Donc, tu peux me contacter tout simplement sur mes différentes pages. Comme je dis, tu me laisses un message, je vais te répondre et on fait la première consultation et après, on va comment t'accompagner. On a encore 7 minutes avec elle. Yougos, bienvenue à notre podcast du jour de Queen Show Spirit of Winner. Je vais te passer la parole, s'il te plaît. Tu poses une question, Max. Pour les autres questions, tu dois aller dans son inbox, s'il te plaît, parce qu'il y a une autre demande et on a encore uniquement 7 minutes avec elle. Merci. M'entends pas? Ça va? Ok. Je saluais tantôt, bonsoir. Bon, moi, j'ai juste une préoccupation que je voulais demander, puisque, voilà, après mon hospital, donc j'avais fait un privat crédit. Bon, ça finit en novembre. J'avais payé une petite somme de 15 000 comme ça pour gérer un problème rapide. Bon, maintenant, je voulais, la fois dernière, j'étais à la banque, puisque maman envoyé une lettre me dire si je voulais un crédit, tout. Bon, j'étais parti par rapport à un crédit immobilier. Maintenant, bon, on m'a dit non, il fallait que j'ai un peu un capital d'abord, tout, avant de m'engager. Je vous ai même écrit en privé, vous m'avez laissé votre numéro WhatsApp, j'avais voulu vous appeler même pour essayer d'en savoir plus sur ça, mais bon, je vous ai pas appelé. Comme je viens de vous voir live ici, c'est là, il dit attends, je vais monter rapidement en même temps. Sinon, je vous ai écrit ici, tout, vous m'avez laissé votre numéro pour vous contacter. Donc, j'aimerais savoir, pour ce cas, qu'est-ce que je peux faire pour que, voilà, s'il faut forcément avoir un capital d'abord, ou soit, est-ce que, voilà, je peux partir sur la base pour que la banque puisse financer ma première acquisition et puis maintenant, avec le temps, essayer de voir si je peux échanger pour aller sur le site. Je vous attends pas. Je vous attends pas. Maintenant, c'est bon, tu m'entends? Oui, j'attends maintenant. Ok, merci déjà pour la question. Mais comme je disais tantôt, la banque fait aussi les financements à 110%. Donc, ça dépend du bien immobilier, en fait, que tu veux acheter et ta capacité d'emprunt dans ton dossier financier. Et c'est à ça, justement, que c'est la première consultation gratuite parce que ça me permet, justement, de pouvoir appréhender ton dossier dans les détails. Donc, c'est possible de faire un financement sans apport. Mais maintenant, il faut qu'on regarde ton dossier et il faut aussi qu'on regarde le bien immobilier sur lequel tu veux investir. Mais en général, c'est normal. Quand tu vas à la banque et que tu veux faire un financement, la banque te dit toujours de venir avec un apport parce que ça fait que ça diminue le risque de la banque, en fait. Donc, c'est un peu ça. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais vous prendre en privé. Il n'y a pas de souci, ça marche. Merci vraiment, merci d'être passé. Et n'hésite pas à venir tous les vendredis à 21h pour soutenir l'émission. Merci. Je vais te faire descendre, ne le prends pas mal pour prendre une autre décision. Merci, mon fils. Merci bien, CB Queen. En tout cas, heureuse de participer à tes lives. Voici la deuxième fois. Et merci à la dame d'immobilier. Bon, je vais aller directement. Tout à l'heure, j'ai posé la question sur le Red Shoot. En fait, ça concernait plus lorsque tu as des locataires, par exemple. Et tout, parce que j'ai, par exemple, nous avons un mère family house. Nous vivons en bas. Et en dessus, il y a les locataires. Par rapport au Red Shoot, une fois, je me suis dit que bon, celui de ADAC devait couvrir le Red Shoot de la maison, en fait, avec les locataires. Mais ils m'ont dit non.
ça ne prend pas. Il s'agit d'une autre assurance, en fait. Et là, j'étais un peu perdue et j'aimerais bien avoir votre idée ou bien votre conseil dessus, s'il vous plaît. Ok. Moi, personnellement, je ne connais pas les clauses du contrat par rapport à DAC, non. Parce que, comme je disais, moi, je travaille jusqu'ici avec House Grund. Bon, ce qu'ils font, bon, ce n'est pas qu'ils te remboursent le loyer de ton locataire, c'est qu'ils t'accompagnent, par exemple, pour expulser le locataire de la maison, en fait. Donc, comme je dis, immédiatement un avocat à ta disposition, parce que souvent, en fait, ce que je conseille toujours, c'est que le 3 du mois, il faut que le loyer soit là. Si le loyer n'est pas là, directement, tu écris une lettre à ton locataire pour lui dire que le loyer, ou tu l'appelles, tu lui demandes. C'est très important d'envoyer cette lettre-là, parce que quand vous vous retrouvez au tribunal, c'est la date où tu as envoyé cette lettre-là qui compte, quoi, comme le jour à partir duquel il te doit de l'argent. Et House Grund, justement, immédiatement un avocat à ta disposition, donc avec qui tu rédiges la lettre et tout, tu envoies au locataire. En général, le locataire réagit quand c'est un locataire normal, il va te dire, ok, peut-être tu étais en vacances, peut-être j'ai eu ça, bref, il ne passe pas. Mais maintenant, s'il n'a pas payé, après 2 mois, tu as la possibilité de le frisloskundigen par rapport à la maison. Et donc, quand tu vas dans le frisloskundigung, il doit sortir de la maison, quoi. Donc, en général, à ce moment-là, il se bouge un peu, tu vois. Et s'il ne se bouge pas, l'avocat va t'accompagner, donc, justement, pour aller au tribunal et le faire sortir de la maison de force. Mais par rapport à DAC, je ne sais pas exactement comment il fonctionne. Oui, en fait, ils m'ont dit que c'est pas possible. Et l'assurance où j'ai pris celle de la maison, Gebäude von Versicherung et andere Sache, ils m'ont dit que oui, là-bas, ils proposaient quelque chose, mais les frais en plus, ça ne blague pas. Il y a ce truc-là avec l'immobilier qui m'a vraiment déçu avec le temps. Il y a tellement de choses, mon Dieu, des assurances que tu dois clôturer et tout. Et au Non, final... oui, mais là, c'est un Mehrfamilienhaus, n'est-ce pas? Oui. C'est pour ça justement que je conseille de commencer avec un appartement. Parce que quand tu commences directement avec un Mehrfamilienhaus, tu peux vraiment te retrouver dans cette situation que tu es enterré sur les coups, quoi. C'est vrai que c'est bien beau de dire que tu as 4-5 appartements, mais quand tu ne connais pas encore comment ça fonctionne, je ne recommande pas vraiment. Parce que même nous, quand on a acheté le Mehrfamilienhaus, on avait déjà plus d'une dizaine d'appartements. On a fait les travaux de rénovation et tout. On a transpiré. Ce n'était pas évident, malgré le fait qu'on avait déjà des appartements avant. Donc, l'investissement immobilier, c'est quelque chose qu'il faut commencer vraiment mollo, directement le Mehrfamilienhaus et tout. Ça peut être compliqué. Et comme c'est choquant. Il faut pas forcément un house faisable tout et tout, mais même si tu as, c'est pas la même chose que si tu as d'autres propriétaires avec qui tu te retrouves à la réunion des propriétaires, quoi. Donc, il faut... Et avec House Grund, à partir de combien de temps ils te mettent en disposition un avocat? Je dois pas de 3 mois. Immédiatement, parce que oui, généralement il y a un 3 mois, je perds avant de commencer à travailler. Bon, généralement quand j'accompagne quelqu'un, juste après la signature, je demande déjà de prendre le Mittelschaf, c'est pas cher, c'est maximum 100 € sur l'année. Et après tu prends le reste chose par rapport à l'appartement, c'est souvent dans les 60-80 € toujours sur l'année, quoi. Pourtant d'autres assurances, c'est de façon mensuelle que tu payes. Et ça te revient à 300-400 € sur l'année. Donc par rapport à House Grund, c'est carrément le tiers que tu payes, quoi. Ouais, c'est vraiment pas mal parce que j'ai vraiment été butée il n'y a pas longtemps, un locataire qui ne payait pas le loyer. Et après, il a fait des crises de suicide, en fait. Il a en psychiatrie. On nous a dit, hélas, nous n'avons pas le droit d'entrer dans son appartement. Nous devons juste attendre, puisqu'on voulait écrire un house verbot. Mais ça n'a pas été le cas. Et jusqu'ici, pour finir, on veut seulement se libérer de lui, en fait, pour pouvoir... Le locataire, il sort de ce locataire que tu as trouvé dans la maison, c'est ça, quand tu achetais? Non, quand nous sommes arrivés, on a fait des rénovations, nous avons cherché des locataires par nous-mêmes. Celui était notre premier locataire, un Italien et tout. Ça allait bien jusqu'à un certain moment, disons, ça ne donnait plus. Les loyers impayés, quand il atteignait peut-être plusieurs mois, il payait un peu il cassait un peu le rythme. Et après, bon, il a commencé à faire des crises, suicides et tout, c'était un peu chaud. Et par sécurité, on a voulu écrire un house verbot. Parce que pour nous, on ne dormait plus en sécurité. On avait aussi peur des enfants. Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Le quartier, tout le trouble qu'il avait fait. Mais la police nous dit, hélas, même après 2 crises, en fait, il y avait de sang partout versé dans la maison. Désolé avec TikTok. Ils nous ont dit, on ne peut pas entrer pour nettoyer. Rien du tout. On doit laisser attendre. Et avant de voir la suite, quoi. Que ça ne nous appartient pas pour le moment. Ah ouais, c'est trop faire. Ouais. C'est vraiment chaud. Ouais. Surtout que vous habitez en bas, quoi. Oui, nous habitons en bas et bon. Bon, par chance, on a quand même eu sa maman qui est venue, qui est rentrée des vacances et tout. On a tout fait pour qu'il sorte. Et malheureusement, on a eu à perdre beaucoup. Ce qu'il avait eu à casser dans la maison, les loyers impayés, le NACSAM qui n'était pas payé. En fait, on a voulu vraiment se dire, ni on se débarrasse, que de dire qu'on commence à lancer une procédure qui n'aura jamais une fin. Ouais. Ouais, c'était vraiment amer. Ah ouais, je peux imaginer, mais c'est pas évident du tout. Ouais. En tout cas, merci bien. En tout cas, je vais peut-être laisser que d'autres aussi puissent intervenir. Ouais. Okay. Du coup, c'est vrai que je te vole encore 2 minutes, s'il te plaît. Par rapport à sa situation, il n'y a pas d'assurance qui couvre ou qui peut l'accompagner et tout. Ça, c'est mon avant-dernière question. Voici alors la vraie dernière question, s'il te plaît. J'ai une connaissance, n'est-ce pas? Elle a pris la maison avec son copain, notamment ici en Allemagne, et il est parti dans un autre pays.
La maison était à son nom. C'est son mari même. La maison était à son nom. Et puis maintenant, il est parti. Il a laissé la maison. La maison était toujours à son nom. Et il a résilié le contrat de la maison. Quand ils ont eu les problèmes, il a résilié le contrat de la maison. Mais étant sa femme, puisque on lui a envoyé la lettre qu'elle devait sortir de la maison. Tu vois? On lui a envoyé la lettre qu'elle devait sortir de la maison parce que le monsieur a résilié le contrat. Elle ne savait même pas qu'il a résilié le contrat. Et maintenant, elle n'a pas où aller. Ils ont dit qu'ils ne peuvent rien faire pour elle, même si c'est que elle est sa femme. Elle doit partir de la maison. Et elle est partie partout. On a dit qu'elle doit partir de la maison. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à la situation? Tu penses que si elle prend les avocats, elle aura une chance ou non? Merci. Oui, par rapport à la première question, déjà par rapport au cas de celle qui est montée là, c'est vraiment une situation assez difficile parce qu'il y a la santé mentale du locataire. Et comme on est en Allemagne, on dit qu'on est un mythe, une nation, donc ça veut dire qu'on supporte plutôt le locataire, ce qui fait que ça rend les choses extrêmement compliquées, quoi. Donc, c'est un peu ça la problématique par rapport à ça. Donc, les Kosten là-bas, c'est vraiment difficile à récupérer si la personne est vraiment démente, bien si la personne n'arrive pas à payer le loyer et veut plutôt se suicider, quoi. Et par rapport à l'autre cas, je n'ai pas très bien compris. C'est une maison qui est en location ou c'est une maison qui a été achetée? Ah, c'est une maison qui est en location. Et si c'est le mari, justement, qui payait complètement le loyer et que le contrat de bail était en son nom et qu'il a résilié le contrat de bail, naturellement, elle doit sortir vu qu'elle n'a pas de relation avec le bailleur. Le contrat était au nom du mari, mais c'est elle qui virait l'argent tout le temps à partir de son compte. Bon, ça, c'est égal, non. C'est la personne à qui le contrat est qui décide, quoi. Si le contrat est à mon nom et que même si c'est toi qui donnes l'argent, le contrat est à mon nom, c'est moi qui peux qu'une zigaine. Toi, tu ne peux rien faire. Donc, du coup, le mari peut qu'une zigaine le contrat et puis elle doit sortir de la maison, quoi. Merci vraiment. Merci vraiment de nous avoir accordé ton temps. Merci encore vraiment d'être passé aujourd'hui et de nous avoir partagé ton parcours aussi inspirant. J'espère vraiment que plusieurs vont apprendre. Moi, ça m'a galvanisé, ça m'a motivé. Franchement, je vais chercher là-bas, merci. Franchement, je vais prendre d'autres résolutions. J'espère aussi que ça sera le cas pour mes super mamans. Et comme je dis toujours, le but de l'émission, c'est parce que ton parcours peut être la lumière de quelqu'un d'autre. Merci encore vraiment. Je vais te laisser le soin encore de rappeler tes réseaux sociaux et de dire ton mot de fin. Et on va te dire à très bientôt. Si peut-être tu as le temps, tu peux parfois passer les vendredis à 21h pour essayer de... On n'essaie jamais d'apporter ton grain. Non, 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 non. Justement, sans faute, sans faute. J'avoue que quand tu m'as contacté, vous m'écoutez? J'avoue, quand tu m'as contacté, je ne connaissais pas le podcast, je ne connaissais pas la chaîne, mais j'ai parlé avec mon assistante qui m'a dit qu'elle connaissait très bien le podcast. Et je me disais que bon, il ne faut pas que j'aille dans... J'ai dit que tu connais la fille là, elle m'invite comme ça, là, c'est qui comme ça? Elle m'a dit que non, non, je la connais, c'est tranquille. Et donc, quand je vois ce que tu fais, ça m'a aussi vraiment plu. J'ai regardé, c'était vraiment intéressant ce que tu partages comme contenu. Ce qui est sûr, c'est que vendredi à 21h, je vais faire un tour par ici pour voir comment ça se passe. J'étais vraiment très honorée de recevoir aussi l'invitation. Que tu me suivais depuis un moment déjà, j'ai trouvé que c'était vraiment pertinent. Même les questions étaient vraiment challengeantes. On se rend compte que tu fais ton job, tu fais ton podcast vraiment avec de ton sien, quoi. Tu ne poses pas seulement les questions comme ça là. On sent qu'il y a une réflexion derrière. Tu veux atteindre un certain objectif, tu veux motiver, tu veux comprendre comment les personnes ont fait pour arriver à un niveau X ou Y et comment est-ce qu'on peut aussi impacter les autres, quoi. Donc ça, j'ai trouvé vraiment assez intéressant. Non, merci pour l'invitation. Ouais, ce micro. En tout cas, j'étais en train de dire. Oh, ce micro me frustre, mais tu ne peux pas débrancher ma joie à ce micro. Non, 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 non. Je disais tantôt, mes super mamans, aujourd'hui, c'est elle qui nous galvanise, qui nous motive, qui nous donne de la force. N'hésitez pas, à chaque fois que vous allez passer chez elle là-bas, à lui apporter aussi de la force, qu'elle ressente que les super mamans de CB Queen sont là. En fait, n'hésitez pas à laisser des petits mots. On t'encourage, ce que tu fais bien. C'est assez important. Vous ne savez pas. Parfois, les mots comme ça galvanisent, ça encourage vraiment. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à sa chaîne YouTube, Facebook et TikTok. Elle est nouvelle sur TikTok. Vous voyez, elle ne s'y connaît même pas. Donc, si vous pouvez même aller lui apprendre là-bas, il faut partir. Merci vraiment. Je te remercie encore. Je vais te laisser le soin d'aller te reposer. Je vais encore parler peut-être 2-3 minutes avec mes super mamans. Et puis, bon, moi-même, je vais couper. Attends, je te démute.
C'est bon. Ça marche, merci beaucoup, ça marche, merci beaucoup. Bonne nuit. Peut-être quand je serai fit par rapport au live, parce que comme j'ai dit TikTok, je ne m'en sors pas encore. Quand je vais savoir comment ça fonctionne et je vais pouvoir faire le live, je vais peut-être t'inviter, pourquoi pas. Et tu as dit quelque chose de très important. Les likes, les commentaires, les abonnements, c'est ça qui nous galvanise, quoi. Donc, n'hésitez pas à passer sur les chaînes, passer sur les réseaux. Et puis, ça fait toujours plaisir. Donc, je suis toujours fière quand je vois les femmes de la communauté comme ça, là, se démarquer, faire des choses et tout. Ça me fait toujours vraiment plaisir. Dans les commentaires aussi, on avait beaucoup de dames qui étaient là. Et c'est tout simplement très bien, quoi. Parce qu'à la fin de la journée, c'est la mère, hein, c'est la mère, c'est la mère de la nation. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, et bon courage à toutes les super mamans qui étaient là. Et puis, voilà. Bonne nuit à toutes. Ciao. Alors, mes super mamans, merci vraiment d'avoir été là. Merci vraiment pour le soutien. Je suis tellement contente. Pour un lancement, franchement, je suis trop fière de moi, trop fière. Je suis fière de vous. Merci, vraiment, merci. J'espère que l'heure 21h vous arrange. Donc, notre prochain invité, je vais vous dévoiler son identité. Je vous ai dit, je ne vais pas vous dénicher les perles. Mon but, en fait, c'est de vous galvaniser, vous motiver, en fait. Et vous voyez, moi, je prépare l'émission. Je vous ai dit, peu importe ce que tu fais dans la vie, j'ai raté comme d'habitude. Peu importe ce que tu fais dans la vie, fais-le bien. Bonne nuit, mon lapin. Fais-le bien. Fais-le bien. Oui, vas-y, s'il te plaît. Je finis, je viens. Oui, papa, merci. Donc, peu importe ce que tu fais dans la vie, fais-le bien. Si tu veux balayer la route, balaye bien ta route. Et vous avez vu, elle a 4 enfants. 4 enfants n'a pas empêché à ce qu'elle finisse ses études. 4 enfants n'a pas empêché à ce qu'elle accomplisse ses rêves. Dis-toi que si elle a réussi, pourquoi pas moi? Franchement, j'ai beaucoup appris aujourd'hui et je vous remercie. Donc, soyez aussi toujours nombreux les vendredis à 21h. Je vais aller vous dénicher les perles.